Yo les Future Ways, bienvenue effectivement dans ce énième live qu'on est en train de faire. Donc ce soir pour le coup thématique correction de marché, donc potentiel cas de correction, et on fera également une revue de tout ce qui est cyclicité également. Vous serez pour le coup clairement à jour sur tout ce qui est différentes notions de cycle, donc il y a pas mal de choses à voir dans les différents cycles. Et c'est pour ça qu'il y a quand même des choses particulièrement intéressantes à avoir littéralement en conscience. Bonjour monsieur Kaneki. Salut Antoine, salut le chat. J'espère que vous allez bien. Dites-nous si vous allez bien dans le chat, là on veut savoir. Et Magnifique. aujourd'hui, ça saigne un petit peu, non, ça rebondit un peu, ça va. Ouais, à voir du coup jusqu'où va la correction. On a quand même une belle bougie pour le coup. Pareil, si vous avez besoin, formation gratuite, que ce soit suivi de marché, il y a pas mal de choses que vous pouvez directement checker dans la description. Donc pour ceux qui vont la rediff sur la vidéo YouTube. Sinon, tout est épinglé sur mon Telegram. Premier lien épinglé directement. Vous avez les liens utiles directement dans le premier lien épinglé. On va pouvoir commencer. Donc petite revue, effectivement, quand tu me soufflais à l'oreille, monsieur Kaneki. Petite revue de marché. Donc la première correction, moi potentiellement ce qui m'inquiète un petit peu, pour le coup à la limite, et c'est pour ça que faire le tour, on va dire, des éléments clés globaux de correction, alors le but ça va être pas de FUD sur le marché, incertitude, peur et doute, mais de souligner un petit peu les éléments principaux qu'on risque un petit peu sur le marché. Je trouvais que c'était quelque chose de pas si déconnant que ça, parce qu'on a souvent tendance à se dire quand tout monte, tout va aller bien aller, etc., etc., on se méfie pas trop. Et malheureusement, quand les grosses choses qu'on n'osait pas trop voir nous tombent sur le coin de la figure, pour rester poli, et ben c'est pas toujours le plus fou. Donc je me dis que ça pouvait être une bonne chose de l'anticiper pour le coup un petit peu et de les remettre en conscience pour ceux qui ont tendance un petit peu à l'oublier ou ne pas faire ce travail effectivement de mise en conscience par rapport à ces différents éléments. Donc, Yes. je sais pas si tu as des choses à souligner en particulier, Monsieur Kaineki. Non, je pense qu'on va regarder un petit peu comment BTC se comporte. D'ailleurs, je serais grave chaud que tu nous expliques pourquoi ton Fibo, il y a un 618. Comment tu le places? C'est le prolongement du Fibo, j'imagine? Le 1,618. Ah oui, non, ça c'est juste mon prolongement, ouais, bien sûr. Ouais, et J'ai les tu t'en sers 1,618. pour les retracements aussi ou pas du tout? Non, généralement, non, clairement pas. Je m'en C'est- sers juste pour les projections et je l'ai par défaut en Ouais. fait. Ouais, c'est juste pour les targets, ouais. Ouais, on est Ouais, ouais, d'accord. Ok. clairement. Ouais, Ok. dans le sens inverse, du coup, quand j'ai Ouais. par exemple un retrace, hop, j'ai mon Fibo, hop. Ok, ouais, je me posais la question justement parce que moi j'utilise pas comme ça, donc Ouais. voilà, ouais. Ok, Et là, je me sers de ma target avec mon 1,118 effectivement pour aller ok. chercher. Mais c'est purement à titre indicatif. Pareil, Donc, là, on tombe quasiment sur les 100 000, j'avais déjà vu d'ailleurs. Mais direction 100K, ouais. en fait, je me fie, tu vois, si c'est trop psychologique et que tout le monde attend à un moment donné, etc. Pareil, bah, niveau cyclicité, je trouve ça un peu. Enfin, niveau target, je trouve ça un peu dangereux aussi en termes de piège psychologique, donc je me fie aussi de ça. Pour moi, c'est pas un truc ultra puissant, mais ça sert effectivement de point de repère si toutefois on en a pas du tout, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que même si on sait pas où c'est que ça va aller, au moins on peut avoir ça et on peut se baser, peut-être vendre un peu avant, un peu après, tout dépend de la stratégie de chacun. C'est cela, c'est cela, c'est cela. Donc là, est-ce que la correction est finie ou pas? En vrai, moi, je dirais bien une phase de concédation. Ça me paraît clairement pas aberrant. Pour le coup, sur ces phases-là, ça me paraîtrait vraiment pas aberrant du tout. Sachant que, on va le voir, j'ai sorti le Google Trend, mais il y a tout le monde qui était à fond dernièrement sur la partie bull run, en mode ça y est, on a bull run, donc to the moon, etc. Ça va faire que monter. Euh, ouais, pas forcément. Et pareil, on a pas mal d'attentes au niveau des 52 000 aussi, au niveau de cette zone qui était ici, là, pour le coup. Mais du coup, moi, ce qui me démange un petit peu quand même, pour le coup, à court terme, c'est que là, on a quand même des belles bougies vendeuses, là, sur BTC, qui sont ici et ici et qui est quand même assez grosse là pour le coup celle-ci. Autant celle-ci on l'avait comblé pour le coup par cette bougie qui est en verte juste derrière. Là on a essayé de le combler mais c'était un petit peu on va dire le début potentiellement de la correction. On a essayé de les combler mais là en fait ça reste la dernière agressive donc tant qu'on l'a pas comblé, moi, quand je vois ça, c'est pas hyper bullish. Là, effectivement, on a une petite zone de rechargement, mais c'est plus sur le mouvement court terme, donc c'est pas forcément non plus celle qui est extrêmement pour le coup puissante, parce qu'on n'a pas retagué en fait de nouveaux points plus haut. Donc pour moi, elle va être moins, on va dire engageante entre guillemets sur le marché. Et après, on a les fameuses zones qui sont juste ici pour le coup. Là, on s'est déjà servi de support. Tac, tac, support, une fois ici à chaque fois. Donc celle-ci, elle est vraiment pas dégueu. Au niveau des 61 000, elle est pour être très très grossier.
au niveau des 61 000. Et là, effectivement, on a des zones de liquidité qui sont sympathiques, 57, et on a la grosse zone. Moi, ce qui me dérange, et on en parlait du coup, ce que tu me disais, Thomas, mais Ouais, elle est très attendue, là, cette zone des 52 000 environ. 52 000, ouais. Moi, ce que j'ai sur mon Fibo, justement, ouais, c'est ça, c'est le 0,38 du gros mouvement depuis, attends, depuis janvier 2023. Donc, tu as le 0,38 qui est pile aux 52 000, 51 000 environ, Ah ouais, j'avais vu ça, ouais, déjà. 51 600. Donc, effectivement, euh, je vais regarder un petit peu dans le bull run passé. En général, une fois qu'on est parti, on va rarement visiter les 0,38 tellement c'est bullish. Maintenant, ça peut arriver une fois ou deux de venir les visiter. Donc, pour l'instant, à voir un petit peu ce qui va se passer. Bon, après, sur mon Fibo à court terme, effectivement, il y a le 0,618 qui est autour de. Non, le 0,38 qui est autour de 60 000 et le 0,5 qui est autour de 56 000. Donc, ça correspond un petit peu avec les zones que toi, tu as aussi. Donc, à voir comment ça va réagir. Mais il se pourrait aussi que, en fait, on ait déjà un petit peu fini la baisse. On voit il y a une trendline aussi qui se dessine. Tu peux la voir si tu descends peut-être en daily. Entre la Où? grosse mèche rouge à gauche, celle du milieu et celle tout à droite, là, ça pose un petit peu. Ah, là? Ouais, une petite Ok. Faut que je trendline. Bon, croque la mèche, c'est du tout. coup. Ouais, C'est un peu le bazar, là, je suis désolé, mais... c'est une petite trendline, mais pour l'instant, en tout cas, elle fait son effet. Tant qu'elle casse pas, je pense pas qu'on pourrait aller plus bas. Mais si elle casse, potentiellement, hein, pourquoi pas aller plus bas. Et je crois que j'ai une zone aussi, ouais, entre les 60 000 et 57 000. Ouais, Donc, là, elle est pas dégueu, effectivement. Mais du ouais. coup, ouais, donc si elle break, pareil, élément effectivement qui peut être aussi d'autant plus engageant pour le coup. Je l'avais pas vu, mais elle est pas dégueu, ouais. Ouais, je trouve que ça s'est bien arrêté, un peu, surtout aujourd'hui, Ouais, ou ouais, elle est même vraiment hier, pas je sais dégueu, plus. hein. Donc effectivement, là, dans le cas où, par exemple, on est amené à la casser, ça pourrait être clairement. Donc après, où est-ce qu'on va? On sait pas trop. Mais effectivement, et puis là, le truc, c'est que si on vient chercher encore une fois cette zone ici, là, pour le coup, des 60 000 dollars, bah là, on a vraiment genre le méga gros signal de l'espace en mode méga gros M. Et puis là, c'est direction, on sait pas trop où non plus. Mais effectivement, ça peut être quand même assez agressif. Je crois que le M, c'est une target de 1 pour 1, non? Il faut prendre la longueur du M pour aller Ouais, le théoriquement, reporter. mais après. Attends, si je Ouais, reporte par exemple. ok, ça c'est Théoriquement, bon. théoriquement, mais si déjà je m'amuse à Oui, reporter hop, cette config ici, un ici, et que je le reporte. Ouais, tu vois, ce sera après agressif. Après, pareil, en termes de retrace, je m'étais fait la réflexion. Là, on a eu moins 21, pour le coup, de ici à ici, donc sortie des ETF. Et pareil, en termes de retracement, j'ai vu qu'on était environ à moins 30 quand on va déjà chercher cette zone déjà des 52 000, là. ouais, tout à Tu fait. vois? Après, Donc, moi j'ai aussi remarqué que dans les derniers bull runs, on a très peu de retracement à moins 30% au final. Je crois qu'il y en ouais. a un seul et c'est celui-là qui est en plein milieu, qui est de 41 000 jusqu'à 29 000. En gros, c'était début janvier 2021. Je crois que c'est le seul qui fait 30%. Tout le reste, à chaque fois, c'est racheté rapidement ou c'est un peu moins que 30%. Celui-ci, ouais. Ouais, celui-là. Hmm. Peut-être celui un petit peu au-dessus, c'est aussi un retracement de peut-être 30%. Un Ah, peu celui-ci? au-dessus. Ouais. Ouais, mais là, ouais, ok, ouais, Là, ouais. on s'approche du top, donc c'est Ouais, ouais. peu différent peut-être. Ouais, 26%. Ouais, de toute façon, j'avais vu des études de retracement, etc. Et globalement, c'est vrai que ça tournait autour de ça. Après, là, le truc, c'est que je me dis, c'est que le fameux débat, encore une fois, on a plein d'instits. Et effectivement, est-ce qu'on va arriver à atténuer la volatilité? Pour moi, globalement, oui. Mais ça n'empêche pas qu'effectivement, il y a quand même des grosses corrections de temps en temps, pour le coup. Mais ouais, là, pour moi, ça reste pour le coup assez indécis, donc rien n'est fait parce que de toute façon, on reste dans une phase de range pour l'instant, hein, tant qu'on n'a pas cassé ce point ici, là, au niveau des 61 000 très très grossièrement. Pour moi, ça reste indécis, il faudra voir ce qui se dit, mais c'est vrai que, bon, à court terme, c'est un peu dans l'attente, dans le sens où c'est pas non plus ultra bullish au niveau des retests et des rebonds, quoi. Ouais, tout à fait. En plus, on a le halving qui arrive, donc on se rapproche potentiellement d'un sell the news.
Il me semble que c'est dans combien? On est le 3, c'est dans Normalement, presque ça 3 c'était semaines. annoncé, j'avais vu le 20 avril précédemment. Ouais, ouais, il me semble que c'est le 20 avril, oui. Maintenant, je pense qu'on le regardera après, mais il y a quand même des choses intéressantes à regarder par rapport Ouais, au pré-halving, ouais, clairement. à 15 jours. Donc 18 avril, du coup. Est-ce qu'on commence cyclicité ou on commence état de correction, les points importants parce que là, globalement, en vrai, même par rapport au SP500, bon bah. En fait, là, moi, je fais que de la décaler, cette espèce de biseau ascendant vers le nord, mais en vrai, même si on devait amener à corriger plus profond, est-ce qu'on pourrait vraiment avoir une énorme impact moi, je m'attends pas forcément au pire, en fait, par rapport à ça. Tant qu'on n'a pas des gros signaux gravissimes, on pourra en parler par rapport au pivot. Euh, c'est un peu cliché, mais nous, enfin, personnellement, je trouve en fait pas forcément si haut que ça, historiquement, par rapport à ce qu'on avait fait. Alors oui, on a eu des belles poussées, tu vois, mais en vrai, quand tu prends un peu de recul, moi, je me fais pas non plus trop de soucis, en vrai, par rapport à la macro de manière globale. Bah, à part l'information que j'ai vue aujourd'hui, comme quoi il y avait tous les hedge funds qui étaient longs pratiquement. Il y avait énormément de hedge funds qui étaient longs. À part ça, je vois pas trop où est-ce qu'il y aurait des problèmes par rapport à la macro. À part ça, peut-être on pourrait avoir une correction court terme, comme tu dis. Maintenant, est-ce qu'elle va être profonde ou pas? En soi, l'économie, en ce moment, c'est pas non plus hyper dégueu. L'inflation, elle est pour l'instant maintenue. Côté du pivot, ça va pas l'air de vouloir de le faire passer pour l'instant. Moi, je pense que tant qu'il n'y a pas de gros problèmes sur la macroéconomie, on peut continuer à up only encore un petit peu, quoi. Ouais, clairement. Clairement, je pense aussi. Et, euh, et du coup, ouais, donc en termes de cyclicité, donc il y a des choses effectivement intéressantes quand même à aborder. Et on va pouvoir commencer par la base. Il est où mon BLX? Il est là. Hop. Cyclicité du coup du halving, mais c'est vraiment la base, mais je pense que c'est quand même important de réétudier certains trucs par rapport à tout ça. Donc ceux qui connaissent pas forcément, je pense que vous connaissez ceux qui seront même sur la rediff, etc. sur YouTube, mais si jamais. On a bien la cyclicité qui est dessinée ici, je l'ai revulgarisé à fond, on a bien, là, pour le coup la grosse phase, donc globalement la phase de bull run, quand on s'appelait la phase de bull run, globalement sur la phase, dans la phase verte post du coup halving, donc après halving la phase de correction en rouge et la phase d'accumulation. Et c'est ce fameux débat, c'est-à-dire que les gens souvent attendent cette phase de halving pour partir to the moon, etc. Alors qu'en vérité, le marché aussi, il commence largement bien avant, pour le coup, et c'est encore une fois historiquement. On a beau dire oui, ça change, etc. Et effectivement, on a cherché un nouveau point plus haut actuellement par rapport au plus haut précédent, ça certes, mais en soi, en termes de cyclicité, le reste, il n'y a pas tant de choses qui a changé. Parce que tu regardes, mine de rien, c'est un cycle, il y a quand même des belles poussées. Tu vois, donc effectivement, la plupart du temps, on a souvent été rejeté sur, pareil, tu sais, quand tu traces le Fibo. Là, pour le coup, je sais que Mm. quand tu traces un petit Fibo aussi ici, quasiment à chaque fois, on a été racheté sur les 61,8, tu vois. Ouais, ouais. C'était un peu la croyance qu'on avait un peu tous, et c'est là où au final ce cycle est en train de nous piéger par rapport à ça. Parce que je pense que la majorité des gens étaient en train de se baser par rapport à ça, par rapport à ce Fibo 0,78. Mais au final, cette fois-ci, on vient casser la TH, et ça, après, c'est grâce aussi à l'ETF, hein. L'ETF qui apporte beaucoup de liquidités. Ouais, pour moi, il y a plusieurs facteurs. Alors, forcément, il y a aussi le TF qui joue. Mais en fait, le truc, c'est que quand on prend en soi, pour le coup, l'événement du halving, c'est un événement qui est positif pour le prix. Et donc, qui dit principe, on en parlait la dernière fois, des buy the rumors, sell the news, de pricing de marché, si c'est un événement qui est bullish et qui est connu à l'avance, logiquement, dans toute logique, à mon sens, le marché va automatiquement l'anticiper à l'avance, si c'est un événement qui est plus qu'important. Et là, c'est un événement qui est plus que cosmique, pour le coup. Donc, le fait Mhm. que on ait une force de frappe qui progressivement soit beaucoup plus forte sur le marché, qu'en plus de ça, on a un ETF, et que maintenant qu'on ait plus de force de frappe, le marché l'anticipe plus facilement, parce que en vrai, si on reprend déjà ces consolidations ici, je veux dire, enfin, moi je trouve que déjà au niveau des points plus bas précédemment, à chaque fois on est quand même assez agressif, y a pas à chier, il n'y a pas de discussion, c'est qu'aujourd'hui il y a quand même un pricing qui se fait assez naturellement,
par rapport au halving. C'est juste qu'aujourd'hui, on a plus de force de frappe, on a aussi les ETF, et donc moi je trouve ça totalement logique qu'on soit peut-être un peu plus agressif que précédemment, parce que vu que c'est un élément bullish, on a tout intérêt à, encore une fois, agir pareil, buy the rumor, sell the news, donc l'anticiper, et le jour en plus, pour le coup de la libération, on a aussi tout ce qui est, par exemple, effectivement, avec tout ce qui est hash rate, qui va lâcher un petit peu aussi les chiens et laisser de la marge, du coup, au niveau du prix. Moi, ça me paraît clairement pas aberrant, et je peux comprendre, en fait, que beaucoup de personnes s'étonnent par rapport à ça, mais en soi, moi, ça me choque pas, tu vois. Ouais, après, si tu regardes aussi l'état du marché il y a 4 ans, on n'avait vraiment rien comparé à ce qu'on a aujourd'hui. On parlait pas d'IA, on parlait pas de RWA, on parlait pas de GameFi, ou peut-être c'était vraiment les débuts des débuts. La DeFi, c'était à peine en train de commencer. Il y avait MetaMask qui était peut-être le seul wallet, Uniswap qui était en train de se lancer. Donc, on a vraiment un écosystème qui a bien évolué à l'espace de 4 ans. Et forcément, ça va venir aider tout ça, en plus de l'ETF, BlackRock qui rentre comme des sagouins sur BTC et qui se prépare potentiellement à rentrer sur Ethereum également. Donc, en fait, pour moi, on fait exactement le même schéma que les cycles précédents. Le seul truc qui change, c'est qu'on est venu toucher la TH. Maintenant, comme tu as dit et comme on vient de répéter, c'est aussi tout l'écosystème qui a changé depuis 4 ans, donc c'est peut-être aussi normal et logique. Ouais. Ouais, non, moi, je vois. Enfin, certes, il y a des changements pour moi qui sont quand même assez naturels et globalement, en vrai, on garde après la même cyclicité. On l'avait déjà d'ailleurs souligné sur BTC par rapport aux dominances, etc. Pour moi, au final, on va le voir, mais sur la partie on-chain, etc., ça fait longtemps qu'on regarde beaucoup de choses, mine de rien. Et à chaque fois, on garde en vrai cette même correspondance par rapport à cette position qui est juste là, post, on va dire, mi-cycle. Après, c'est toujours pareil, c'est qu'encore une fois, là, on a notre belle X. Est-ce qu'on va plutôt avoir pour le coup un cycle à la 2019, entre guillemets, et quelque chose qui va être effectivement scindé en deux parties, peut-être mettre dans des time frames un peu plus grosses, mais qu'on va vraiment avoir quelque chose qui est scindé, hop, ici en deux. Moi, cette phase de recharge aussi longue, j'y crois même tellement pas du tout. On l'a répété je sais pas combien de fois, mais j'y crois tellement pas du tout d'un point de vue cyclicité. Par contre, si on regarde les précédents coups, et pareil, d'un point de vue on-chain, ça colle vraiment. Il y a des cycles où on a vraiment eu peu de retraces à chaque fois en termes de porte d'entrée. Et moi, sachant qu'on a les instituts maintenant aujourd'hui et un public qui est professionnellement plus avancé, moi, ça me paraît beaucoup plus smart d'avoir des points d'entrée comme ça, où t'as pas trop le choix. Et ce qui pourrait me faire sens, à la limite, c'est effectivement un cycle, pour le coup, comme à la 2012, entre 2013, où tu es vraiment une grosse coupure, pour le coup, entre les deux. Et ça ferait beaucoup plus sens, pour le coup, qu'un cycle à la 2019, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai que là, en parlant de ce cycle de 2013, c'est vrai que ça me fait aussi du sens, parce qu'on a quand même des problèmes économiques malgré tout avec la macro. La macro qui met un coup de frein en plein milieu du bull run pour créer de l'incertitude avec notamment le pivot qui historiquement il fait quand même aussi baisser les cours. Avant de reprendre avec une impression monétaire immense, ça serait potentiellement un scénario possible. Après, sur le côté du scénario en 2020, le côté du Covid, en fait, ça gâche un petit peu la symphonie parce que je pense sinon on serait parti comme 2016. Hmm, clairement. Et du coup, tu me disais aussi en amont qu'il y avait pas mal de tout ce qui était métaux précieux, et on l'a vu déjà sur l'or, effectivement, on en avait déjà parlé précédemment sur l'or. Je vais couper mon log. Mais que sur l'or, c'était Euh, déjà To The Moon. Et que pareil, par rapport à l'argent, du coup, c'était un peu To The Moon pour le coup aussi, là, à court terme. L'argent, pas encore, il a l'air de se préparer à vouloir péter. Ouais, mais il est Et vraiment, d'un point de vue graphique, pareil, l'argent, là, il ouais, est très sympathique, hein, pour le coup. Hein. ouais, j'avoue que c'est très bon. Belle, belle structure. Mais ouais, ouais, on peut voir que les métaux précieux, les commodités, comme on les appelle, un peu les produits un peu de tous les jours, ça peut comprendre aussi tout ce qui est pétrole, le blé, eau. Même on peut voir le cacao, je sais pas si tu trouves le chart du Ouais, il est en mode To cacao. The Moon, ouais. Je sais pas Le ce que c'est le cacao. graphe. Attends, je sais pas si je l'ai. Parce qu'à mon avis, si je tape cacao là direct, Je crois que c'est CJ1 avec un point d'exclamation. Non, CJ. c'est CJ1. JM. Ah, tu l'as là.
Non, pas de M11 à la place, pardon. Ah, Cocoa Future. Ouais, en Voilà. mode to the moon. Ouais, complètement Matsumo. Alors, il était déjà en train de monter un petit peu ces dernières années, mais de ce que j'ai lu, là, il y a eu des récoltes catastrophiques qui font qu'il y a eu beaucoup de pertes. Et aussi, de ce que j'avais lu, c'est les pays asiatiques commencent à se mettre beaucoup à manger du chocolat. C'était pas trop dans leur culture avant, et ils ont capté que c'était super bon. Je les comprends. Donc ouais. Donc, Après, du si coup, vous voulez, le si vous débat, voulez faire effectivement. des provisions de chocolat, moi, je vous conseille peut-être de les faire maintenant avant que le prix explose. Après, ouais, du coup, par rapport au débat de l'inflation, est-ce que, effectivement, au final, parce qu'il y a de l'inflation ou parce que potentiellement une inflation pourrait, entre guillemets, on parlait pas mal d'hyperinflation, etc. déjà dernièrement, moi j'ai du mal à me projeter sur une fait que, entre guillemets, l'augmentation de l'inflation soit un fait, on va dire, générateur de, comment dire, de défense sur tous les marchés et qu'au final, on ne sait plus, au final, sortir du dollar et des monnaies classiques qu'autre chose et de se bouger le cul, entre guillemets, pour investir parce que justement, on veut se protéger davantage de l'inflation au final. Ouais, ouais, mais je pense que même les banques centrales cherchent à se protéger du dollar. J'avais trouvé un graphique, je ne sais pas si je pourrais le retrouver maintenant, mais qui montrait un petit peu, ah peut-être que je l'ai enregistré sur mon ordi, qui montrait un petit peu la dette en dollars qui était prise par les pays étrangers. Et on peut voir que même depuis en fait 2012-2014, il me semble, c'est déjà en train de baisser. Donc, ça veut dire que c'est pas un phénomène qui est nouveau. Je pense que beaucoup de banques centrales et beaucoup de pays qui sont au courant de ça. Mais c'est vrai que là, ça a tendance un peu à s'accélérer parce qu'on se retrouve un petit peu bloqué avec les taux d'intérêt qui sont élevés. Mais s'il les baisse, forcément, l'inflation pourrait reprendre. Mais s'il les baisse pas, c'est l'économie qui pourrait cracher avec des taux d'intérêt qui augmentent, qui est devenue la troisième plus grosse dépense du gouvernement américain. Ça pose problème. Ils sont un peu entre deux chaises. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de banques centrales, notamment la Chine et la Russie, qui ont l'air de vendre leur dollar contre de l'or tant que le dollar vaut quelque chose. Ah, il y a beaucoup de débats là, effectivement du côté asiatique en mode par rapport, j'en vois de plus en plus là au niveau des rachats de l'or et compagnie. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, je pense que enfin, si nous, on se rend compte qu'il y a de l'inflation, que le dollar pourrait partir en hyperinflation et nous faire des scénarios à la Venezuela, à l'Argentine, voire à la Turquie, je pense qu'on n'est pas les gens les plus intelligents non plus. Donc il y en Hmm. a qui doivent l'avoir pressenti également. Ouais, carrément. Carrément. Et donc, du coup, d'un point de vue cyclicité, donc on l'avait effectivement souligné, mais du coup, ça peut être pas mal de faire le point. C'est que là, à mon sens, en termes de cyclicité, on a cette fameuse phase où, pour ceux qui connaissent pas, il y a vraiment ce truc de d'abord, on a Bitcoin qui va prendre des l'équité parce qu'on a la première source de confiance, et au fur et à mesure où ça transite, les gens vont chercher de plus en plus d'avidité, et donc forcément, en Antoine, fait, tu on t'es vient muté sans faire d'écouler. exprès. Ok, avec le micro, c'est pas mal, effectivement. Euh, du coup, je parlais dans le vide. Mais du coup, ouais, je disais qu'effectivement, en termes de cyclicité, donc là on a déjà vu pour le coup un premier horizon sur le cycle du halving. Et jusqu'à présent, en vrai, moi je trouve pas qu'on ait forcément beaucoup de changements. Mais du coup, ce qui peut être effectivement à anticiper et à voir, c'est qu'on va avoir différentes narratives comme l'AI, le RWA et compagnie. Mais on va aussi avoir du coup une certaine cyclicité qui va, à mon sens, toujours se reproduire. C'est du coup le déplacement des capitaux. D'abord, en fait, on va chercher BTC ou les valeurs refuges les plus solides, etc. dans un premier temps en termes de cas de liquidité. Et ça, on peut le voir aussi, hein, pour le coup, avec la finance traditionnelle. Hein. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va avoir une émission d'argent qui va être, par exemple, distribuée au peuple, ça arrive rarement, mais clairement, on crée une certaine abondance, une certaine avidité au niveau des capitaux qui sont disponibles. Et on a des afflux massifs. Pareil dans tout ce qui est actif à risque. Donc ça, on le voit vraiment de manière globale. À chaque fois, dès que c'est plus entre guillemets dangereux, les gens se réfugient automatiquement vers le dollar. Et c'est biologique en fait, parce que plus les gens veulent d'avidité, plus ils ont fait de l'argent avec Bitcoin, plus ils veulent effectivement aller chercher d'autant plus de gains. Et donc forcément, ils vont se diriger dans un premier temps globalement vers Ethereum et dans un second temps après vers les altcoins, ce qui est plus risqué, les NFT et compagnie, etc. Dans un troisième temps. Donc ça, c'est quand même, pour le coup, plus qu'important. Et en termes de cyclicité, pour moi, et on l'avait déjà vu au niveau des dominances, pour moi, on est exactement, hein, pour le coup, on est pile poil là sur ce cycle qui est juste ici. Et on le voit sur pas mal de points, que ce soit au niveau des dominances, même au niveau du ratio Ethereum BTC. Et en plus de ça, effectivement, comme tu l'as évoqué, on a clairement
l'ETF. Il y a beaucoup de bruit, je vois beaucoup de bruit en mode ça sera pas approuvé, lui un tel il y croit pas, etc. etc. Franchement, moi pour moi c'est que du bruit. Genre, Et je crois que c'est toi qui en parlais aussi la semaine dernière où tu disais que, étant donné que l'approbation pour BlackRock pourrait venir en août, il n'y a pas de raison de refuser en mai en fait. Ça serait un peu bête, à moins qu'ils veuillent peut-être faire peur au marché ou pas. Mais je vois pas pourquoi on refuserait en mai pour accepter en août, effectivement. hmm. C'est pour moi là si je devais comparer en termes de cyclicité et nous devait nous placer donc Ethereum par rapport à Bitcoin, donc là dès que ça monte, ça veut dire que Ethereum prend de la force par rapport à BTC. Et là on a toujours une perte de valeur d'Ethereum et pour moi on est exactement là si je devais le comparer en termes de cyclicité de Ethereum par rapport à Bitcoin, on serait exactement ici pour le coup. Donc je me dis qu'on essaie de continuer un petit peu pour creuser et dès que ça y est, l'ETF spot effectivement sur Ether est validé, là qu'on reprenne beaucoup plus de force, moi pour le coup ça me fait vraiment sens et c'est pareil en termes de capitaux, on parle beaucoup de l'ETF spot de Bitcoin etc. Mais les proportions de market cap de Ether par rapport à BTC, c'est cosmique. Et si on commence, je fais une bêtise, à avoir pareil une petite partie des fonds de pension qui commencent à se poser la question par rapport à Ether, ou une petite partie des fonds d'investissement, des gros fonds d'investissement de manière tradie qui commencent aussi à s'intéresser à un actif qui peut être rentré sur un ETF spot, si c'est officialisé, et je veux dire, là on a 1,3 milliard de market cap, là on a seulement 400 milliards. On a 1300 milliards, vous m'avez compris. Et là, on a seulement 400 milliards. Donc, je veux dire, il y a quand même un écart qui est cosmique et des afflux importants de liquidités seront pas du tout le même impact sur BTC que sur Ether pour le coup. Ouais, ouais, tout à fait, hein. C'est vrai que Ether pourrait vraiment se retrouver propulsé. Maintenant, est-ce qu'il y aura autant de liquidités qui rentreront sur Ethereum comparé à BTC? Parce que bon, BTC, ça reste un actif assez différent d'Ether, même si, bon, avec le POS et le merge qui était arrivé, on est devenu un petit peu plus déflationniste sur Ether. Ça rajoute quand même de la rareté. Et un actif déflationniste, il n'y en a pas des masses, je pense, sur le marché. Donc, à voir s'ils rentrent aussi fort que comme s'ils sont rentrés sur BTC. Hmm. Bah, après, alors, moi, d'un point de vue cyclicité, et c'est là que ça corrèle avec les éléments de correction, parce qu'en fait, chaque du coup élément de correction sur BTC pourrait être effectivement un critère de validation entre guillemets, de cette cyclicité, parce que justement, là, la période où on est ici de transition de Ethereum par rapport à BTC, c'est justement le moment où on vient chercher à chaque fois, vous l'avez vu, c'est reporté, hein, c'est clairement reporté, entre mon ratio qui est ici, j'ai ma barre du coup qui est horizontale, que je dis pas de bêtises, donc qui est verticale du coup sur mon ratio, et qui est représentée directement sur BTC. Et on le voit où? Cette barre juste après le top de marché. Donc en fait, d'un point de vue cyclicité, si on vient marquer un bottom pour le coup, clairement sur notre ratio Ethereum par rapport à Bitcoin, où BTC finit entre guillemets de prendre un plus de force par rapport à Ethereum, on serait exactement sur cette cyclicité où j'ai un petit top et ensuite j'ai Ethereum qui commence à prendre de la force. Donc là on serait parfaitement sur les cyclicités qui sont totalement similaires. Je l'ai ici, je prends pas le bon graphe. Mais qui est exactement ici en fait. Donc pour moi on serait dans la config parfaite, tu vois. Après, ce que je disais, c'est que ça, j'y crois pas, en termes de cyclicité, qu'on reproduise exactement le même move. Qu'on ait la macro qui nous fasse une tempo, etc. Why not? Mais quelque chose de plus agressif pour repartir aussi derrière. Ça, j'y crois beaucoup plus. Mais en termes de cyclicité de Ethereum par rapport à Bitcoin, pour moi, on est exactement dans le même mood par rapport à Ethereum BTC. Et pareil, la dominance, je l'avais déjà montré. Mais en termes de cyclicité, et là, on va pouvoir passer un peu plus de temps aussi, potentiellement, pour l'expliquer. Mais on est exactement sur ce même move. Et pour moi, on est vers cette zone ici, pour le coup. Ouais, 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 ouais. Ouais, de toute manière, là, on l'a vu que c'est quand même Bitcoin qui a drivé le marché, que ce soit depuis janvier 2023 ou depuis qu'on price l'arrivée de l'ETF. Maintenant, si on doit pricer l'arrivée de l'ETF Ethereum, c'est peut-être ouais, Ethereum qui va prendre le lead et là, ça ferait sens avec le point par rapport à la dominance où Bitcoin perdrait un petit peu de dominance pour la laisser à Ethereum, tout simplement. Mm. Du coup, pour expliquer un petit peu le graphe, parce que là, c'est un petit peu tout et beaucoup de choses. Mais là, en fait, on vient marquer, entre guillemets, un point plus bas avec un gros W. Donc, pareil, ça, d'un point de vue technique, qui est une grosse zone pour le coup. Je pourrais limite tout effacer, entre guillemets, tout retracer, mais j'ai la flemme, je vous avoue. Et donc là, ligne de coup, pareil, de point d'appui ici sur celui-ci qui est tracé juste ici en vert. Ligne de coup du W, on vient s'appuyer dessus
une fois, deux fois pour repartir. Et là, pareil, ce qui se passe, c'est que là, on a un gros W donc, qui est légèrement différent. Mais pareil, le fait qu'on prenne plus de temps, que ce soit plus step by step, etc. En termes de liquidité et d'évolution de marché, moi, ça me fait totalement sens. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a effectivement notre ligne verte ici, sur laquelle on venait venu pas mal s'appuyer, là, pour le coup, qui était vraiment, vraiment bien marqué. Notre gros W qui est ici, si je remonte pareil, dans des time frames, donc des périodes de temps beaucoup plus larges, qui est aussi bien, qui est très, très bien marqué pour le coup. On vient touch ici s'appuyer pour remonter. On vient touch s'appuie ici pour replier. Pareil, hop, je reviens appui. J'ai tracé une belle trend aussi qui est juste ici, là, pour le coup, en vert, qui passe du départ, entre guillemets, de mon W. Je pourrais même essayer de la recoller ici, ça ne serait pas parfait, mais quasiment, on y est proche, hein, pour le coup. Donc, on a bien une trend là qui remonte, le long mouvement, jusqu'au moment où on le casse. Là, on a bien une trend où, pareil, alors là, elle est un peu plus biaisée, mais si je pars, pareil, du bas, qui touche ici, on est quasiment au contact. On revient, retest ici, on revient, et là, on vient vraiment rebondir dessus, hein. Je veux dire, enfin, là, c'est ultra significatif. Et une fois qu'on vient la casser, dernier retest pour vraiment repartir. Et le moment où, justement, on est sur la transition Ethereum par rapport à Bitcoin, on ne l'a pas encore break, pour le coup. Donc là, vous voyez que c'est un peu biaisé par rapport à ça si je prends purement ce mouvement, mais on a quand même des grosses ressemblances de marché. Et on a bien le retest avec la zone violette au-dessus du W ici. On vient recharger notre zone haute par rapport à précédemment. Et là, vous voyez qu'il y a des petits écarts. J'ai mis ce niveau ici, 57%. Après, la partie analyse technique n'est pas non plus parfaite parce que ça reste des pourcentages de dominance et pas forcément un prix. Donc c'est moins impactant, mais c'est quand même assez important. Et on a cette grosse trend qui part de tout en haut, qui vient ici et qui vient touch ici. Donc pareil, qui nous fait une résistance en plus. Donc pour ça que moi, ça me fait totalement sens de potentiellement aller chercher le même mouvement pour avoir un petit coup de relance. Je dis un exemple totalement au pif, hein, mais d'avoir quelque chose qui nous fait ça, qui essaye potentiellement de repartir de fake break pour ensuite repartir plus bas. Ouais, ça ferait sens, ouais. Ouais, ça ferait sens. Et pour te répondre, Dylan, à court terme, peut t'imaginer un sell the news sur le halving? Alors, je sais pas ce que t'en penses, toi, Antoine, mais moi, je pense qu'on est en plein dedans, en fait. Qu'on est vraiment en plein dedans. Et en plus, on allait vous montrer aussi un peu ce qui s'est passé dans les derniers cycles pré-halving, où au final, on peut se rendre compte qu'il y a toujours eu un petit sell the news, ou alors une petite baisse avant chaque halving. Ouais, alors ça, effectivement, on l'avait déjà, moi je l'avais déjà souligné du coup, et je sais plus si on l'avait redit en live ou pas, mais je crois que oui, il me semble oui. Mais clairement, avoir un sell the news par rapport au halving, c'est clairement pas aberrant parce que, alors je pense que c'est peut-être intéressant de refaire un point sur le hash rate du coup. Mais la santé du réseau est directement en général corrélée au prix parce qu'il y a les mineurs et il y a aussi une notion de prise de profit aussi, on tendance effectivement à se payer aussi pour financer du coup tout ce qui est exploitation, donc de minage. Mais il faut savoir que historiquement, là par exemple le gros coup qu'on a eu en 2021, alors je sais pas si je vais pouvoir l'avoir ici, ok c'est pas forcément ultra flag, j'étais peut-être mieux, tant pis, j'aurais que ça. Mais du coup donc ce qu'on voit pour le coup à droite, c'est que là, je me rappelle parce que ça avait fait beaucoup, beaucoup de bruit, c'est que sur le hash rate, donc le hash rate qui représente littéralement, entre guillemets, la santé de puissance du minage du réseau, parce que ça représente directement en fait la puissance de minage totale, et donc ça représente directement, entre guillemets, la santé directe d'exploitation du réseau, et donc quand effectivement il y a eu déjà un petit peu ce FUD où le hash rate, donc cette puissance de réseau totale sur Bitcoin, avait chuté, qui avait également entraîné pour le coup les cours, et vous le voyez ici, là, j'ai le top qui est ici, qui est juste avant pré-correction. Et derrière, qu'est-ce qui se passe quand on a la grosse chute, littéralement du hash rate? On vient chercher quasiment le point le plus bas, hein. Pareil, hein, quand je suis ici, regardez où je suis sur mon cours juste au-dessus, par rapport à la zone en blanche, je suis quasiment au bottom. Donc il y a ce truc de, on n'a pas assez d'itérations pour vraiment avoir clairement une garantie que c'est vraiment le plus gros coup. Mais là, on avait notre top du hash rate qui était juste ici, juste en dessous en bleu. Et derrière, on vient quasiment chercher le point plus bas qui est quasiment à quelque chose près au niveau du prix, le bottom aussi. Pas Donc, mal. et logiquement, pour le coup, ce qui va se passer, c'est que vu que là, notre halving va rendre effectivement le Bitcoin 2 fois moins rentable pour le mining, parce que notre hash rate, il a fait que monter, que monter, que monter, hein. Vous voyez, là, il n'y a pas eu que de la ligne droite, ça fait que monter, que monter, que monter, que monter, et ça monte en mode to the moon, c'est fou à quel point ça n'arrête que de monter. Ça m'étonne pas, parce qu'au niveau des grosses institutions, des grosses capacités, on a de plus en plus de professionnels aussi qui s'intéressent au minage. C'est pour ça que personnellement, le minage va devenir de plus en plus concurrentiel et de moins en moins accessible aux petits porteurs.
tout ce qui va être mining mutualisé, etc., je tire sur personne du tout, hein, clairement pas. Mais à mon sens, ça sera de moins en moins rentable par rapport aux différents coûts d'opportunité qu'on peut avoir à droite, à gauche. Et qu'il y a vraiment que, on va dire, les kings qui vraiment ont l'électricité le moins cher ou les meilleures machines, potentiellement s'ils arrivent un peu à avoir un peu d'avance, mais ça c'est un peu compliqué sur le marché, mais qui seront vraiment le plus rentables et que pour moi la plupart des personnes qui faisaient du minage jusqu'à aujourd'hui vont progressivement augmenter parce qu'ils seront de moins en moins rentables. Donc, vu que on a ces récompenses, du coup, donc pour le coup, qui vont diviser par deux, parce que halving c'est purement ça, hein, c'est qu'on va réduire les récompenses, parce qu'on a cette émission qui est réduite par deux du jour au lendemain. Donc on a une offre qui continue toujours de croître, mais au final, si je prends par exemple un petit graphique, c'est que notre offre, certes, là, entre guillemets, elle est, entre guillemets, je dis une bêtise, je sais plus combien elle est, si elle a 6 et quelques en ce moment, je sais plus si c'est ça. Ouais, ça, 6,25 je crois. Si je dis Ouais, il me pas une semblait bien, bêtise. ok. Et donc là, on va descendre du coup à 3,12 et quelques. Donc on va diminuer en fait cette récompense par deux du jour au lendemain. Et donc forcément, bah, s'il y a moins de récompenses, mais que le niveau, entre guillemets, de difficulté du... Parce que en fait, la difficulté de minage s'adapte directement à la proportion du hash rate. Donc plus il y a de mineurs, plus en gros le réseau, pour faire très simple, est dur, entre guillemets, à récupérer cette récompense. Et donc forcément, eh bien, le jour où on réduit cette récompense par deux, bon, bah, ce qui est automatiquement, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une très forte incitation à ce qu'il y ait beaucoup de mineurs qui arrêtent, pour le coup, temporairement ou définitivement, de miner du Bitcoin. Donc, affaire à suivre. Mais il y a moyen qu'il y ait quand même pas mal de mineurs qui soient incités pour le coup à débrancher certaines machines parce que certaines seront plus rentables, j'en sais rien, les vieilles machines, ou alors, s'ils ont plusieurs parcs, à débrancher leurs parcs qui sont moins efficients et qui, là, l'électricité est la plus chère. Donc, avoir l'impact au niveau du hash rate directement, mais si, et ce qui devrait logiquement se passer, et qu'on rattache ce niveau de la santé du réseau représente effectivement directement par rapport au prix. Et là, pareil, hein, là c'est peut-être un petit peu petit. Je ne sais pas si je pourrais m'amuser dans la temporalité à reprendre. Mais le crash qu'on a vu ici de redescendre du hash rate avait incité cette grosse correction aussi au niveau du prix, hein. Donc est-ce que c'est un hasard et que les deux sont corrélés parfaitement en même temps? On ne sait pas trop, mais clairement, les deux étaient clairement corrélés, hein. Donc, Ouais, après, c'est souvent aussi une chute du prix du coup qui vient faire que les mineurs vont débrancher car ils sont plus rentables au final. aussi. Aussi, donc après, effectivement, est-ce que c'est le prix qui incite le hash rate à redescendre ou est-ce que c'est une chute du hash rate qui incite aussi le prix? Pour moi, il y a un peu des deux, parce que du coup, ça crée un peu un sentiment de peur aussi, et ça fait un peu Ouais. domino. Après, c'est plus psychologique qu'autre chose, mais effectivement. Mais moi, ça m'étonnerait pas que post-halving, on est quand même, pour le coup, pareil, des mineurs qui débranchent, et que c'est un impact un peu psychologique aussi sur le marché. Ouais, parce que tu peux Euh, voir là sur la courbe là au niveau de mai 2020, on peut voir que ça a monté un peu en mode to the moon un peu comme aujourd'hui. Si tu restes sur ton graphique, Antoine, tu peux rester sur ton graphique s'il te plaît. Ah, pardon, autant pour moi. Là tu vois mai 2020, là quand tu continues à monter sur la courbe bleue, là on peut voir qu'on approche du halving, on dirait qu'il y a un peu d'hésitation, un peu de peur pour savoir qu'est-ce qui va se passer, comment on va s'adapter à ça. Et on voit qu'après repart plutôt bien. Ouais. Notamment parce que le prix peut-être continue à monter également. C'était quoi Et la date après, déjà du halving de... c'est ça, c'était mai 2020, c'était le 11 mai. Ok. Donc ça correspond un petit peu avec peut-être une incertitude. Voilà, Je... j'ai le top même, tu vois, c'est un peu petit peut-être pour ceux qui voient le partage d'écran, mais j'ai le top même effectivement du hash rate pour le coup, et qui prend une coup de chute derrière. Et qui repart après comme en 40, hein. Ouais, clairement, clairement. Donc Mais en ça, plus, c'est le genre de move où ça me paraîtrait clairement pas aberrant. Une petite correction court terme sur le hash rate pour repartir par la suite, moi ça me fait totalement sens pour le coup. Après, on le voit au niveau du prix, effectivement, il y a une petite correction à l'instant T, mais rien de ultra, ouais. ultra Ouais, 2020, dramatique. c'était plus une correction de 20%. Moi, j'avais remonté un petit peu les pré-halving pour voir s'il y avait un sell news qui se passait. On peut voir qu'en 2020, on a eu un moins 20% et 2016, c'était un moins 40%. Après, Après, quand le marché mature, forcément, c'est des corrections un peu moins grosses. ouais, c'est ce que j'allais dire. Et c'est pour ça que je pense que c'est quand même important de rappeler cette notion de maturité dans le sens où jusqu'à présent, on n'avait pas autant cette capacité d'anticiper effectivement un mouvement aussi important d'un point de vue pricing. Et que là, clairement, pour moi, il était plus pressé, en tout cas,
que les événements précédents parce que justement on allait chercher sur ATH. Donc c'est un signe que ça a été plus anticipé. Et pour moi, du coup, ce qui veut dire, c'est que si on prend la rétrospective, c'est que oui, précédemment le halving, on n'a pas eu forcément d'énormes corrections et encore qu'on a eu un petit lest, mais que du coup pour moi, le halving pourrait avoir un peu plus, c'est purement de l'offre et de la demande et de la compréhension des capitaux. Hein. Parce que si on part du principe qu'il a été plus anticipé qu'à l'avance, on pourrait du coup avoir un relâchement temporaire un peu plus important aussi que les précédents. Ouais, mais là, la question que je me pose aussi, c'est, étant donné qu'on a peut-être connu un petit cycle dans un grand cycle, est-ce qu'on n'aurait pas aussi une correction de fin de cycle? Parce que on peut voir en mars, pardon, on a quand même eu deux fois la riffing qui passe à la télé pour chill Ouais. BTC. On a eu BTC sur TPMP. On a eu une même coin saison. La même coin qui explose sur Base. C'est un peu la folie. Donc, est-ce que un peu, un peu un mélange des deux en fait, une anticipation de ce halving qui fait que forcément les gens ont envie de venir jouer dans la crypto, les ETF Bitcoin qui font que il y a de la liquidité qui rentre à outrance, et puis après le PDG de BlackRock qui va sur les chaînes business américaines pour dire ouais, BTC c'est trop bien, allez acheter quoi. Ouais. Parce Surtout qu'en que, plus, j'ai un graphe où j'avais mis justement deux prises de parole de la riffing que j'avais mis ici sur le Discord. Et c'est vraiment pratiquement les deux têtes du top actuel. ok, grave intéressant. Mais du coup, donc là, ouais, pour reprendre un peu le détail, ce que tu me disais du coup par rapport au halving, pour voir effectivement un petit peu en détail. Déjà, moi, là, on a eu le crash Covid, donc c'est biaisé dans le sens où on est déjà allé chercher tellement de peur, tellement d'agressivité sur le marché qu'on est en phase de remontée, que pour moi, c'est biaisé et potentiellement ça aurait eu de l'impact baissier au moment du halving. Donc là, c'est le halving, hein, orange, si jamais, et en vertical. Donc là, on a quand même une belle correction, hein, mine de rien. Ça, c'était 1000 V, sachant qu'on avait, encore une fois, cette couverture de Covid qui nous a. Ah, putain, mince, c'était pas un aimant qui nous a carrément biaisé. Mais là, on a cherché combien déjà là? Moins 18, tu vois. Donc déjà, Ouais. belle petite correction. On va aller voir sur les autres. Ah, pourquoi il est décalé? C'était bien le... Ouais, ça c'est 9 juillet. Ok, je l'ai Ouais, il me décalé. semble J'ai 9 pas fait J, ouais. exprès. Bon, c'est pas grave, je le décalerai après. Parce que là, ça va me biaiser. Ouais, alors si je triche. Ouais. Donc on a tu vois un Waouh. peu avant et un peu après celui-là. Mais tu vois, on a quand même un peu cette notion de pricing en avance, et là on le voit hein, sur le prix. Hein. Enfin, je veux dire, ça, ce mouvement-là, on voit qu'il y a une poussée, clairement. Il y a une poussée pré-halving. Donc, est-ce que c'est dû au halving ou pas? Pas forcément. C'est pas forcément dû à ce buy the rumor saison du halving. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on le voit intrinsèquement. De toute façon, ça anticipe un peu les cours et les cours commencent à pousser naturellement. Mais derrière, on a quand même un beau relâchement. Et si je prends, on va dire, ce point-là, global. Parce que là, aujourd'hui, si on continue de ce qu'on est en train de corriger sur le marché, on aurait cette config un peu, tu vois, au final. Oui. Parce que là, Ah, c'est. J'ai pas de bêtises, j'ai pas les dates. C'est 18 juin et c'est 3 semaines après environ. Donc là, on est sur les mêmes temporalités. Hein. Parce que là, on a un premier top. Si on continue de corriger ou de range actuellement jusqu'au halving, on a quasiment la même temporalité que le cycle pour le coup de 2016. 2016, ouais, du halving. on a presque un mois au final, ouais, entre le top Et en de plus de mars. ça, alors on l'a dit, mais du coup, moi je trouve que ce qui ressort depuis le plus depuis le début, c'est justement ce cycle-là. Oui, après, surtout parce qu'on n'a pas le point noir du Covid en 2020. Ouais. Euh, je pense que sans le poids du Covid en 2020, on serait sur un même schéma que 2016 également. Bah, un peu moins parce qu'on a quand même eu ce gros pic qui a été significatif, tu vois. Ouais, Parce qu'on mais serait peut-être c'est... reparti comme ça, Ouais, tu ouais. vois. Mais il y a quand même eu ce gros pic qui a fait un petit peu l'entre-deux, qui était beaucoup moins là pour le coup en 2000, enfin, le cycle Si 2007, tu quoi. prends le point juste avant, ça y ressemble un petit peu aussi, mais qui est beaucoup Ouais, moins fort. Après, bon, c'est deux ouais, temporalités ici, différentes, deux ouais, marchés ouais. différents. Ouais, c'est la proportion quand même assez différente, mais je vois ce que tu veux dire effectivement avec une poussée et un espèce de petit triangle. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Donc potentiellement, c'est un peu ce qui pourrait se passer également, hein. Pourquoi pas venir range un petit peu de cette manière-là avant de repartir également. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, pareil, on va aller check ce qui se passe en détail. Là, c'est un peu biaisé pour le coup. Après, le marché était Ouais, aussi beaucoup moins mature. voilà, on était au tout début là. Ouais, hop, je vais me téléporter, je suis là.
Et là, donc pareil, je suis décalé au niveau de mon truc en daily, mais c'est pas très grave. Et donc là, ouais, 2012, après 2012, voilà, le truc c'est qu'on avait tellement peu de cyclicité, etc., que est-ce que c'est pas un peu déjà biaisé bonne question. Mais effectivement, là, on n'a pas forcément eu de grosse correction. On a à peine ce petit dip là, mais ça reste plus que dérisoire par rapport à tout ça. Correction anticipée à la rigueur, mais très 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 faible. Ouais, celle-ci à la limite, mais ça fait tôt quoi. Après, on a toujours ce phénomène de pricing à l'avance, donc moi ça me paraît un peu aberrant le fait qu'on ait plus pricé, le fait vienne chercher une correction qui effectivement jusqu'aux zones du halving me paraissent vraiment pas aberrantes. Donc, et moi je l'avais déjà dit plein de fois pour le coup, c'était vraiment la zone où en termes du halving je me méfiais. Et donc par défaut j'étais assez haussier. Est-ce que là on n'a pas marqué notre top local et que du coup, j'en sais rien, une petite projection, mais qu'on continue de corriger, etc., qu'on a un dernier dip pour repartir, en termes de temporalité, un truc comme As, moi ça me choquerait pas. Moi non plus. Moi, je pense, moi, je suis plutôt sur un scénario comme ça que sur le fait qu'on latéralise pendant X temps avant de repartir. Après, tout dépendra aussi de ce qui va se passer par rapport aux ETF, en fait. Donc, pourquoi pas latéraliser et C'est un peu vrai. se faire chier au moins jusqu'à fin mai. Si on accepte l'ETF, pourquoi pas petit sell the news. Il y a aussi l'adage qui dit sell in May and go away. Ouais. Donc, peut-être aussi ça à prendre en compte pour début mai ou même mi-mai, je ne sais pas vraiment quand. Ça pourrait peut-être nous permettre de faire un petit dip. Après, ça te fait chier pendant plus d'un mois avant de potentiellement repartir avec un ETF Ethereum qui se remplit d'Ethereum au fur et à mesure. Mais après, on pourrait aussi avoir un gros dip si jamais l'ETF n'est pas accepté et qu'on a une déception sur le marché. Après, on pourrait aussi pricer l'ETF, bien sûr, avant de le valider. Il y a beaucoup de petits scénarios. Ouais, mais ça me fait clairement sens par rapport en termes de cyclicité. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir effectivement clôturer par les différents éléments de correction qui sont quand même, on va dire, les plus probants. Il y avait pas mal de petits trucs à droite, à gauche, pour le coup, qui pouvaient faire qu'effectivement, qui ressemblent encore une fois beaucoup à cette mi-cyclicité qu'on a déjà évoquée sur le cycle de 2019, entre autres, pour le coup cette période ici. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ressemblent à droite à gauche. Moi, d'un point de vue psychologique, par exemple, ce qui m'avait beaucoup dérangé, c'est que, alors, d'un point de vue, entre guillemets, global, et moi, encore une fois, j'étais en séminaire, c'était quand j'ai plus de date. Samedi dernier, je dis pas de bêtises, ouais c'était ça. J'avais un public qui s'intéressait beaucoup moins à la crypto de manière globale. Il y avait un peu d'intérêt parce que c'était un profil déjà investisseur, déjà entrepreneur aussi beaucoup. Donc il y avait un peu d'intérêt, mais ça restait, je trouve, très 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 timide. Les gens étaient un peu curieux, mais ça en plus, en vrai, si on les secouait pas, ils seraient pas plus intéressés que ça. Donc, d'un point de vue social, pour moi, ça reste ultra dérisoire. On le voit grand public, ils s'intéressent pas trop à Bitcoin. Ça en a parlé vite fait dans les médias, etc. Et ça commence, effectivement, tu nous parlais effectivement de Larry Fink, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, ça me fait sens. Mais pour moi, ça reste dérisoire, surtout au vu que maintenant, on parle quand même des ETF. Donc, d'un point de vue vraiment très macro, ça reste dérisoire. Par contre, effectivement, quand on regarde dans l'écosystème, donc là, on le voit sur Bitcoin, les recherches Bitcoin, elles sont quand même assez dérisoires. Par contre, si je modifie et qu'on voit. Et moi, c'était beaucoup smooth. C'est-à-dire que là, depuis. Il se passe quoi d'un point de vue social? Ce que j'ai identifié d'un point de vue social, c'est qu'on a deux tendances. On a ceux qui, depuis le bottom, n'arrêtent pas de voir une correction, une correction, une correction, une correction. Et à chaque fois qu'on a une correction, eux, ils attendent toujours plus bas. C'est les terribles là. Qu'à chaque fois qu'on était ici, ils voulaient attendre un 12 000 dollars. À chaque fois qu'on était au 20, enfin, au-dessus des 25 000, ils nous disaient qu'on allait aux 20 000 dollars. À chaque fois qu'on est monté, ils nous disaient qu'on allait à chaque fois aux 30 000 dollars. Une fois qu'on est monté ici, ils nous ont dit qu'on allait aux 40 000 dollars, etc., etc. Ça n'a pas arrêté ça. Et ce mood-là, il est encore présent, je trouve. Franchement, de moins en moins, mais il est encore présent. Et est-ce qu'on n'arriverait pas sur les derniers moments de purge sur ce genre de sentiment aussi, et qu'on va commencer vraiment à switch sur une transition assez euphorique? Moi, ça me fait vraiment sens pour le coup. Mais il y a un peu encore des résistants par rapport à ce mood-là. Et on a un deuxième mixte qui est, ah, ça y est, on a passé le halving, on a cassé la TH, donc parce qu'on a passé la TH, to the moon, on est en bull run, c'est sûr. On a un peu ce truc de la consécratisation de Ave Mamen, désolé de le dire, mais c'est vraiment ça, en mode, parce qu'on a la TH, parce qu'on a passé le halving, ça y est, to the moon, on est en bull run. Et d'ailleurs, tu vois, tu m'en parlais en off juste avant, tu me disais, on n'est pas en bull run. Sauf qu'il y a plein de personnes qui, pour dans leur tête, ça y est, on est en bull run officiellement, tu vois. Non. Non, ce que je disais, c'est on est surtout dans un marché haussier, donc on est dans un bull market. Donc ça, hein, c'est indéniable depuis le bottom de janvier 2023. On est en bull market.
Mais maintenant, le bull run, ça va être vraiment la phase parabolique que tu nous as tracée dans le carré vert. Et pour l'instant, cette phase, on l'a pas du tout. Ouais. Il n'y a pas le retail qui est arrivé non plus. On voit que sur le sentiment, ça va encore. Donc, on est en bull market, on n'est pas en bull run. Et Ouais, pour... et pour moi, ça se trappe parce qu'en plus, là, tout le monde s'attend à un bull run. Donc, encore une fois, le truc des attentes psychologiques du marché, c'est trop puissant. Parce que là, si vraiment tout le monde s'attend beaucoup à un bull run et qu'on fait croire aux gens qu'on va pas en bull run du tout, on va les choquer en fait. Et là, on va vraiment créer un changement de paradigme en mode ah là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est encore différent et je comprends plus rien, tu vois. Moi, j'ai déjà vu beaucoup de personnes que parce qu'on a cherché là un point plus haut, ils sont en mode ils en peuvent plus, ils sont perdus, qu'est-ce qui se passe? Je sais plus ce qui se passe sur le marché, je comprends plus rien, etc. Donc, je me dis que, comme on vient d'expliquer, et on vient d'expliquer juste avant de pourquoi, du comment on pourrait avoir un retracement qui serait plus appuyé, moi je me dis que si c'était vraiment le cas, pareil, on pourrait perturber encore plus de personnes aussi, tu vois. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. En plus, bah, les gens sont pratiquement tous in, donc il y a peut-être très peu de staff de côté. Donc ça serait aussi peut-être un Max Payne pour pour ces gens-là. Et je vais répondre vite fait à Franck qui nous demande si on Combien de avait temps? Ouais. pas mal de temps pour accumuler encore. Ça, c'est vraiment impossible à te dire. Maintenant, si les scénarios qu'on évoque maintenant se produisent, il se pourrait qu'on ait quelques semaines, voire peut-être quelques mois pour accumuler. Maintenant, la crypto, elle est poussée par BlackRock. S'il y a un ETF ETH qui est accepté, on a un ETF Bitcoin. On voit que BlackRock, ils accumulent comme des fous. Je pense qu'il ne faut pas non plus s'attendre à un trop gros retracement et Oui, une trop longue attente. On c'est ce que pourrait j'allais partir dire. plus vite C'est que que prévu. souvent les gens s'attendent à un retracement et dès que ça commence à corriger, ils attendent trop bas. Ça, c'est un vice. Et que le jour en plus où soit on attend des petites confirmations, une vraie relance, etc. Mais il faudrait être très agressif quand ça relance. Et ça, c'est le défaut de beaucoup de personnes. C'est que soit ils acceptent pas de rentrer et ils se disent ouais, moi, si ça va à 10 000 dollars, je re-rentre, t'inquiète pas. Sauf qu'évidemment, le marché ne va pas aussi bas. C'est ce qui s'est passé pendant tout, et exactement ce que j'expliquais juste avant, qui s'est passé pendant tout le marché haussier. Soit ils se disent, moi j'attends des validations, et le jour où on a des validations, ils bégayent, ils savent pas trop, ils doutent, et en fait ils rentrent que partiellement, et du coup en fait ils se retrouvent à dire, bah merde, j'ai encore 50% de mon capital, je sais pas où le mettre. Et oui, c'est ça. Donc, si t'es pas in, peut-être commencer à rentrer mais à partir, peut-être pas à partir de maintenant, mais bon, là, on a déjà une petite correction qui depuis le plus haut, est à au moins 12%. On a fait du moins 17%. Faire du moins 30%, ça serait potentiellement le maximum. J'ai du mal à voir comment on pourrait aller plus bas que moins 30%. Et encore, j'ai du mal à voir comment on pourrait faire moins 30%. Donc, peut-être moins 20%, ça serait l'idéal. Mais voilà, essaye pas non plus d'attendre sur un moins 20% Ouais. absolument. Peut-être rentrer petit à petit, ça peut être une bonne solution. Et je pense que ça peut être pas mal du coup effectivement de... Merci Monsieur Carnegie. Et ça peut être effectivement de répondre à cette question. Combien de temps ça dure un bull run? Pour moi un bull run ça dure juste le temps tant qu'il y a un pricing aussi. C'est-à-dire que pour moi mon bull run techniquement il dure ici. Et encore si je prends à la limite l'expansion sur les NFT, on a eu un peu de décalage par rapport aux NFT. Et potentiellement on Hmm. pourrait voir un peu plus large parce que on a entre guillemets tout ce qui était alt season ou NFT season etc. qui s'est un peu continué notamment sur Solana et autres. Donc c'est assez arbitraire comme notion. Pour moi, le bull run, c'est vraiment cette phase où on a cette grosse phase pour le coup d'accélération. Et pour moi, le bull run, il commence ici, techniquement. Donc, c'est assez arbitraire, il n'y a pas une définition pure. Par contre, ce que je vois souvent comme pattern, et que moi, il faut faire super gaffe, c'est, alors oui, un bull run, ça veut dire de telle date à telle date. Ça, pour moi, c'est gros red flag, parce qu'en vrai, ça dépend juste du marché, ça dépend juste, encore une fois, de l'offre et de la demande dans l'instant T, et des gros catalyseurs du marché. Si on juge qu'on est trop haut, et que du coup, pareil, on a des événements en mode Larry Fink qui nous fait, je sais pas quoi, une danse du moonwalk, et qui nous super price partout, dans tous les médias francophones, enfin, US encore plus, etc. C'est un exemple, mais j'en sais rien, des nouvelles news médiatiques, etc., qu'on n'a pas l'habitude de voir en termes de leveling, entre guillemets, de médiatisation, bah ça pourrait être des catalyseurs qui potentiellement pourraient être des signaux de top aussi. Donc ça va dépendre clairement pour moi des catalyseurs. Là, je me projette même pas sur quels pourraient être les catalyseurs, c'est tout un débat ça aussi. Elon Musk. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, attendre une temporalité dans la durée sur un bull run, c'est une erreur. Pour moi, on pourrait très bien, surtout avec l'institutionnalisation, j'y suis arrivé, qu'on est en train de vivre, pour moi, on pourrait très bien avoir des périodes où on a un bull run qui est complètement déréglé. Pour l'instant, c'est pas trop le cas, et d'un point de vue cyclicité, ça va. Mais on le voit, on déjà commence à avoir des changements, ATH avant Ah, halving, oui. merci. Et donc c'est une preuve qu'on va avoir des changements et que pour moi, avoir, on va dire, des bull runs qui durent juste 6 mois ou des fois 2 ans,
pour moi, c'est clairement pas aberrant. Il faudra voir en fait en fonction des catalyseurs et puis en fonction des temporalités de ce qu'on a l'habitude en fait. Donc là, tu colles un super cycle. Franchement, si on doit avoir un super cycle un jour, pour moi, l'idéal, c'est celui-ci parce que le catalyseur institutionnel, c'est les ETF et en fait, je vois difficilement un super cycle dans des conditions différentes. Après, je dis ça. En fait, pour moi, c'est l'ouverture extrême et c'est rare, je veux dire, dans l'histoire de la finance qu'on ait des particuliers qui aient accès avant les instits. C'est pour ça que si, entre guillemets, on devait en placer entre guillemets un super cycle, moi, je vois difficilement une autre opportunité plus grosse de créer un super cycle aussi, quoi. Ouais, c'est même pas c'est rare, ça arrive jamais en fait, hein. Ouais. Ça arrive jamais que les retails soient avant les institutions. Et on peut voir que ben, on est en avance par rapport à la majorité des institutions. Ouais. Donc, à voir. Effectivement, moi, je pensais aussi potentiellement à un super cycle. Mais bon, pour l'instant, quand je vois le cycle, comment il se déroule, je trouve que c'est vraiment trop identique au précédent. Donc, j'irai pas trop me perdre sur un super cycle. Maintenant, est-ce qu'une correction dans un futur bear market après le bull run, Mm. qui soit moins profonde, Ouais, potentiellement, moi je pense effectivement un peu ce genre de mood. Tu vois, en mode correction assez agressive, des ouais. points bas aussi agressifs et qu'on reparte plus vite en fait. Et que ça a une tendance où tant qu'on est à la grosse phase de demande au début des cyclicités, en fait on a des cycles de plus en plus courts à chaque fois qui se rétrécissent en termes de rapidité. Et du coup, les gens ont de plus en plus de mal à suivre correctement en fait. Ouais, mais même ça, tu vois, pour l'instant, je suis pas encore sûr. J'ai vu un graphe aussi qui parle des cycles présidentiels, qui, au final, il me faudrait voir le graphique, ce sera beaucoup plus simple. Mais en gros, les marchés augmentent pendant la première année, la troisième année et la quatrième année du mandat présidentiel américain. Et en Ouais, fait, ils baissent pendant la deuxième année. Et ouais, là, mais on arrive à la quatrième, ça augmente, et l'année prochaine, ça sera aussi la première. Et ça, des chiffres qui sont historiques, qui ont fait une moyenne depuis 1900. Et c'est quand même assez intéressant. ok. Parce qu'après, moi, je pense que dans les phases d'ascension du marché crypto, il aura aussi une grosse capacité et de plus en plus à se décorréler au fur et à mesure où le truc va être de plus en plus mainstream et que la phase d'intérêt d'un point de vue cyclicité va être la plus forte. Et pour moi, la phase d'intérêt où ça va être la plus forte, ça va être justement au tout début de la phase instit et au tout début des vrais cas d'usage crypto au final, tu vois. Ouais. Ouais, après les cas d'usage, pour l'instant, même si Ah oui, c'est on n'a encore récent. pas, Il n'y a on n'a rien. pas encore, hein, on n'a pas encore, hein. Hmm. Faut voir peut-être les RWA qui commencent à avoir des cas d'usage, mais Ouais, là, c'est très niché également. Même l'IA, au final, c'est beaucoup de blabla. carrément. Donc, ouais, pour moi, en fait, pareil, entre ceux qui attendent là leur correction au niveau des 50 000, etc., après ce qu'ils vont vraiment racheter, mais pour moi, il y a beaucoup. En fait, ce qui me trigger au niveau notamment de cette petite zone des 57 000 qui est au milieu là, on ne l'a même pas du coup, mais c'est parce qu'au final, on a quand même. Moi, je trouve beaucoup de personnes, donc il se peut que le sentiment change et que si en fait on a beaucoup d'éléments un peu gravissimes, etc., ça perturbe les gens et qu'ils n'osent plus entre guillemets, rentrer vraiment à leurs 50 000, 52 000. Mais il y a beaucoup de personnes qui attendent cette fameuse zone des 52 000. Donc je me dis, si on y va trop facilement, de manière psychologiquement trop agréable, j'ai du mal à l'accepter pour le coup. Mais déjà, aller rect un peu plus pour le coup les gens et recreuser un petit peu, ça pourrait vraiment break un petit peu ce sentiment. Et on l'a vu, le mot bull run était quand même assez recherché pour le coup, hein. Ouais. Donc c'est la C'est vrai que capacité de comparé au mot break. Bitcoin et au mot crypto, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus recherché. Ouais, crypto que Bitcoin aussi, mais pareil, crypto, ça s'est quand même bien dégonflé, mine de rien, tu vois. Même Bitcoin il a pris un petit coup. Tu vois, il a quand même bien descendu. Alors que, enfin, ce que je veux dire, c'est que là, il y a quand même beaucoup d'intérêt pour Bull Run qui avant n'était pas le cas. Donc en fait, il y a vraiment un peu une sacralisation, comme je disais tout à l'heure, du mot Bull Run en mode ça y est, on a cassé la TH, donc Bull Run confirmé, tu vois. Moi, j'y crois pas trop. Et en plus de ça, si on reprend aussi le Fear and Greed, là, il redescend un petit peu, mais on était quand même haut quand même pas mal de temps là. On a une belle accumulation qui était quand même pour le coup assez haute. Et là, en 2019 aussi. Donc pareil, en termes d'accumulation, on a quand même des choses aussi un petit peu similaires. Donc je m'attends pas forcément à une réaccumulation aussi longue, mais on a un peu la même config, d'un point de vue aussi du sentiment. Mais ça concerne surtout les personnes qui sont déjà dans le marché, parce qu'on a vu de manière macro, c'est pas encore trop ça en fait. Non, non, non. Les gens commencent s'y réintéresser, j'ai l'impression en tout cas. Je vois pas mal de gens commencer à se réintéresser à la crypto.
petit à petit, mais c'était des gens qui avaient déjà mis un petit pied en 2020-2021. Donc, c'est un peu différent que quand c'est vraiment des nouvelles personnes qui connaissent pas et qui rentrent vraiment sur un côté euphorique. Ouais. Ouais, clairement. Et du coup, au niveau des différents cas de correction, alors je sais pas, pour le coup, j'en ai quand même quelques-uns qui me viennent pour le coup assez facilement en tête, mais on a aussi cette fameuse macroéconomie au niveau du coup du pivot. Je sais pas si tu veux toucher deux points, Monsieur Ouais, le Kanekri. pivot, là, j'ai vu qu'il y a Jérôme Powell qui a parlé aujourd'hui, qui a dit que, alors, déclare que les taux de réduction là, seront probablement appropriés plus tard cette année. Donc, j'ai pas l'impression que ça va arriver ni. Bon, en mai, je pense que c'est mort. En juin, moi, personnellement, je dirais que c'est mort. Maintenant, il Ça faudra s'est fait voir quand ça, ce aussi. discours de Powell? C'est aujourd'hui, là. Je crois Ok. que j'ai reçu ça il y a 1 heure ou deux, il y a 2 heures, ouais. Ok. Parce que je vois que ça redécale effectivement là déjà au niveau des stats. Il me semble qu'on était un peu plus Euh, faible déjà. je crois qu'on était plus faible sur les 525, mais parce que les gens ont anticipé le 475. Ah ouais? Ouais, ouais, j'ai revu un screen aussi. Ah ok. Ouais, mais après, bon, je pense que plus on va s'en rapprocher et plus on va s'en éloigner. À moins que ce soit de la langue de bois qui fasse, je sais pas. Hmm. Faudra voir. Faudra voir du coup donc si tu repères les mêmes chiffres du coup comment avance l'inflation et comment avance aussi le chômage et potentiellement les différents cas aussi de l'économie. Mais ouais, tu crois pour que, enfin toi tu crois du coup que pour juin ça va être complicado? Moi, je pense tant qu'il n'y a pas de problème, en fait, tant que le chômage il augmente pas, tant qu'il n'y a Hmm. pas des banques qui sont en train d'être insolvables, qu'il n'y a pas des bank runs, tant que c'est pas la merde, en fait, je vois pas pourquoi ils, euh, ils réduiraient les taux. Surtout que vraiment leur objectif, c'est quand même de conserver l'inflation et on peut voir que l'inflation, elle a un petit peu repris, c'est pas énorme, mais vraiment le risque, c'est si ils baissent trop vite, on pourrait faire repartir l'inflation trop rapidement et là, ça serait vraiment, vraiment la merde. Pourquoi c'est quoi ce bordel? Ah oui, je sais pourquoi. C'est quoi ça? Ouais, inflation. Ouais, tu vois, ça avait repris un petit peu. Ouais, mais pour moi c'est plus en état de range là qu'autre chose au final. Ouais. Ah, mais là, ils ont l'air d'être bloqués. Après, ça, c'est les données du gouvernement. Qu'est-ce qu'ils disent? Trueflation. Mais du coup, ouais, pour l'instant, du coup, RS, mais effectivement, au niveau du pivot, on l'avait déjà souligné je sais pas combien de fois, d'un point de vue des graphiques. Mais c'est vrai qu'en termes d'itération, c'est quand même à pas négliger, là, en termes de cas de correction. Je voulais faire un petit point aussi sur différents points. Donc, on a aussi tout ce qui est différentes trésoreries. Ça fait pas mal de FUD, là, parce que du coup, en fait, c'est des BTC qui ont été saisis par l'affaire de Silk Road. Donc, c'était une plateforme d'échange de biens en tout genre. Il y avait de la drogue, des trucs assez sombres, on va dire. Et qu'effectivement, ça a fait parce qu'ils ont envoyé sur Coinbase. Et que du coup, on n'a pas encore la traçabilité. Est-ce qu'on va pouvoir vraiment les tracer à travers Coinbase? Ça, c'est une bonne question pour le coup. Mais ça a eu pas mal de FUD, comme quoi effectivement ça pourrait être vendu. Et encore une fois, en termes de cyclicité, moi, ça me fait quand même assez sens par rapport à tout ce qu'on vient de montrer ici, qui s'amusent aussi, pour le coup, à les vendre en partie, pour le coup, aussi ici. Il y a toujours, hein, ils n'ont pas bougé, il y a une toute petite partie qui a été revendue. C'était 10K, enfin une grosse partie quand même, mais 10K BTC qui a été revendu. Mais globalement, MTGOX, on a aussi une grosse partie des BTC de MTGOX qui n'ont pas bougé non plus, quoi. Ouais. Après, j'ai l'impression que souvent, quand on parle de MTV Gox, c'est beaucoup de FUD et qu'au Oui. final, il se passe jamais rien. Donc, je sais pas trop. Là, on a vu aussi une news comme quoi les USA, ils avaient envoyé, je sais pas combien de BTC. Ouais, mais c'est ça, ce que je disais avant, ouais. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait bouger le prix? Est-ce que c'est, je sais pas. Moi, je pense que ça peut jouer effectivement comme élément de FUD et que ça peut inciter à favoriser, entre guillemets, la correction. Ouais, c'est pas c'était les gens avant, effectivement. Ouais. Mais ça n'a pas négligé parce qu'effectivement, si on a des éléments un petit peu surprises qui viennent à se rajouter au fur et à mesure, ça peut être un premier domino qui en déclenche un deuxième et un troisième. Et on l'a souvent vu, hein, pour le coup, hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. On va voir qu'est-ce qui pourrait arriver alors? Qu'est-ce qui pourrait Parce arriver de que, pire? alors, je sais pas concrètement d'un point de vue macro tout ce qui se fait, etc. Mais moi, ça fait longtemps, pareil, depuis certains contacts, etc., que j'ai, où j'ai beaucoup de gros, 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 gros portefeuilles de la finance qui prennent des profits massifs depuis pas mal de temps. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était quand Burry il avait pris ses shorts, là, je sais plus quelle date c'était, mais ça devait être début d'année. Moi, je crois que c'était genre février-mars, de mes souvenirs. Ouais, ça devait être.
Ça devait être quasiment au bottom, je me rappelle, parce que c'était début d'année, ça avait shorté. Et Michael Burry, donc tu sais, qui avait fait entre guillemets la figure, l'emblématique de The Big Short, pour ceux qui ont la ref, qui avait shorté le marché. Et depuis cette période, on a beaucoup, beaucoup de gros portefeuilles qui s'amusent à se décharger du marché. Donc est-ce que ils sont en train de se faire trap et de se Mm. dire il y aura une grosse correction et au final ils vont devoir rentrer agressifs ou ils vont acheter beaucoup plus haut, c'est possible aussi, hein. Ça faut pas le négliger parce que on se dit oh là là, si c'est les gros portefeuilles, ils sont forcément smart, c'est Ouais. forcément de la smart money. Non, regardez ce qui se passe notamment dans l'équité en crypto, etc., sur l'on-chain et compagnie. Vous allez voir que même les gros poissons de la finance se font souvent piéger aussi pour le coup. Donc dans tous ces gros portefeuilles, il y en a qui vont se faire piéger, d'autres non. Donc est-ce qu'ils sont sur le bon move ou pas? Est-ce qu'on aura un énorme cataclysme de marché qui arrivera rapidement? Pas forcément. Et moi, effectivement, je suis pas forcément convaincu. On a eu le débat la dernière fois par rapport au pivot. Je suis pas forcément convaincu. Mais Moi, je suis d'accord avec toi. Au final, je pense que ces gens-là sont plutôt en train de se faire trap parce que on a rien, enfin, la situation actuelle n'a rien à voir avec 2008. C'est pas un problème de subprime. Là, on a un problème d'inflation, d'hyperinflation probable. Et au final, en fait, c'est une dévaluation de la monnaie qui est en train de se produire. Et si les gens sortent pour accumuler du dollar, ils vont se faire piéger et au final, ils vont se faire voler toute la valeur de leur dollar. Après, est-ce qu'on pourrait monter indéfiniment? Ça, c'est aussi une autre question. En général, quand même, on a quand même toujours des corrections. Maintenant, si, pour te répondre aussi franc en même temps, s'il y a un pivot qui se produit, en fait, ça veut dire que, ils vont rendre l'argent beaucoup moins cher, ils vont augmenter un petit peu la liquidité sur le marché et ça va permettre de relancer un petit peu l'économie, même complètement l'économie. Mais en fait, tant qu'il n'y a pas de problème de chômage, il n'y a pas vraiment besoin de relancer l'économie. Et les problèmes qui vont après arriver, ça va être l'inflation. De toute manière, on le ah, voit. mais non, merci beaucoup. Ok. La question par rapport au pivot, c'est qu'effectivement, historiquement, et ça on l'a répété je sais pas combien de fois, c'est qu'en fait, donc le pivot, c'est quoi? C'est le changement des taux directeurs et on vient redescendre les taux et donc on vient relâcher l'économie. Globalement, effectivement, comme disait Tab. Mais historiquement, en fait, c'est le truc qu'on a eu des méga crashs. Donc c'est pour ça qu'on surveille les risques de crash au niveau du pivot. La question, c'est est-ce qu'on va forcément avoir un gros crash et est-ce qu'on n'a pas quelque chose d'anticipé qui, effectivement, à court terme, soit plus agressif, mais un peu plus comme le dernier? Parce que là, le dernier qu'on avait eu, alors je sais plus la date exactement, c'était pas 2018 Ça, c'est ou. 2020, ça. Ah ouais? Ouais, ouais, c'est le Covid. Ça, c'est le Covid, ça. Ah oui, effectivement. Oui, donc en fait, le jour du pivot, on a eu aucune correction. En fait, on a fait continue de monter pour le coup. Ouais, on a fait un Ponly. En fait, Ouais. pour moi, les pivots qu'on a eus précédemment, ça a été des conséquences à des problèmes économiques qu'on a eus. Donc là, 2008, c'était la crise des subprimes. Juste avant, c'était l'éclatement de la bulle informatique, d'Internet plutôt. Donc, en fait, on peut très bien faire un pivot et s'il n'y a aucun problème dans l'économie, on peut continuer à répondre et il y aura potentiellement un gros crash lorsque quelque chose cassera dans l'économie. Mais pour l'instant, malgré les taux hauts, on a un taux de chômage qui, bon, il commence à augmenter quand même le taux de chômage, mine de rien, mais il reste toujours faible comparé aux courbes qu'on avait vues lors des différentes crises. Euh, L'inflation, c'est pareil. Maintenant, est-ce que les États-Unis peuvent se permettre de garder des taux d'intérêt aussi élevés? Ça, je sais pas. Surtout avec les banques régionales qui sont quand même à risque, même si potentiellement elles ont encore un an, puisque euh, l'aide qu'ils avaient créée du BTFP qui permettait justement de donner de la liquidité à ces banques qui étaient en manque de liquidité pour pas qu'elles aient de bank run, c'est terminé le mois dernier, Je mais pense elles qu'on peut pouvaient faire un coup emprunter de jusqu'au mois dernier. vulgarisation parce qu'on va en perdre pas mal là pour le coup sur le coup des BTFT, BTFP, Le BTFP. BTFP, c'était une aide que la Banque centrale américaine a donnée aux banques régionales pour Ouais, mais justement ne enfin, pas même pour tomber. vulgariser très. Parce que je pense qu'on va perdre pas mal de monde sur l'explication là même. Pour faire très très simple, en gros, c'est un peu ce que font. Vraiment très simple, hein. Mais AAVE avec la DeFi, mais en gros, on a fait ça, effectivement, de ce que disait du coup Tab. Alors, je sais plus quelle banque, du coup, ce que tu es en train de dire, mais qu'en gros, on fait un prêt pour liquider, donc pour donner plus de liquidité dans l'instant T, mais c'est un prêt à court terme parce que dans tous les cas, on est obligé de le rembourser. Donc, c'est littéralement fait comme un prêt sur AAVE, mais tôt ou tard, il va falloir le rembourser d'une façon ou d'une autre. Donc, on va dire que c'est qu'une résolution de problèmes temporaires au final. Hmm, c'est ça, ouais. Donc, est-ce qu'on ne va pas avoir les cadavres qui vont sortir du placard potentiellement au cours de l'année? Euh, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de problème, donc pas de pivot pour l'instant. Hmm. Et en vrai, je pense que c'est tant mieux, hein.
Et franchement, le truc c'est ça, c'est qu'en fait, de ce que tu me dis d'un point de vue psychologique, même psychologie marché, etc., si au final notre pivot a certes un impact, même dans l'instant T, même si on corrige, etc., qu'on est correction, parce que la marché l'attend, mais qu'au final on n'a pas une si grosse correction dans le temps historique que ça serait le piège idéal pour douiller beaucoup de monde aussi. Donc je me dis, est-ce que ça me fait pas sens? Moi, d'un point de vue historique de marché, ça me paraîtrait pas aberrant qu'au final, potentiellement ce pivot soit pas si terrible que ça et qu'on essaye de continuer le Ponzi pendant encore 5, 10 ans, 15 ans de plus. Why not, hein? Ouais, c'est clairement le but de toute manière, c'est d'essayer de faire durer le jeu le plus longtemps possible. Mm. Ah ouais. Est-ce que tu avais des choses à rajouter sur les potentiels éléments de correction? Sinon, je finis par l'on-chain, monsieur Kaneki. Euh, Non, je crois pas. Ok. J'aurais bien montré la liquidité dans le marché. Ça aurait été pertinent de le regarder, si Tu jamais on regardes a deux comment? minutes. Ou bah, si tu veux Faut faire un juste que je partage fasse un petit d'écran, partage. vas-y, hein. Ouais, un de deux, je peux faire un Ok, partage, ouais. vas-y. C'est un graphique que j'ai trouvé il y a quelques temps, que je suis en train d'observer. Donc c'est bien ça, partager. Tu me dis si c'est bon, si on voit bien, ouais. Nickel. Ok, donc là, en fait, c'est la liquidité qu'on a injectée dans le marché depuis 2003. Ah oui. Donc là, on voit, j'ai tracé des carrés pour vous aider à mieux comprendre, que là, c'est de l'injection monétaire qu'on a eu suite au Covid. Que là, ensuite, ça a été vraiment le top parce qu'on avait trop d'inflation, donc il a fallu réduire la monnaie. Et donc, du coup, on a augmenté les taux d'intérêt, on a enlevé de la monnaie du marché pour faire simple. Et là, depuis la crise bancaire 2023, si on place ici, ouais, c'est par ici, c'est quand? Euh, je cherche le mai-avril. Voilà, ici même mars. Donc, on peut voir que la liquidité a fait qu'augmenter. Et si je superpose à ça BTC, Hmm. on peut voir clairement que quand on injecte de la monnaie, BTC augmente. Ouais. Quand on la retire, BTC baisse. Quand on en remet, BTC augmente. Ouais, ben, Donc, on revient au final à ces cyclicités qu'on disait, en le sens où plus on a de l'oseille, plus on va investir dans les choses aussi à risque. Et ça, on l'a vu, effectivement, il y a pas mal de graphes qui étaient passés dans l'écosystème, etc. On a vu clairement les corrélations de plus on a de cash, plus on va vraiment aller chercher effectivement ces corrélations, notamment entre autres avec la crypto, hein, pour le coup. Mais c'est effectif au final un petit peu avec tous les actifs différents et que Bitcoin ne va pas changer structurellement en fait. On va dire les notions de cyclicité et de processus d'offre et de demande de la monnaie en fait. Enfin, je veux dire, ça reste des concepts psychologiques avec des actifs à risque. Donc en fait, globalement, ils auront tendance à avoir forcément leur propre spécificité, mais à se comporter comme la part des actifs dans le monde global. Et effectivement, pour moi, suivre cette liquidité globale, ça va être quelque chose de primordial parce qu'on va toujours être corrélé plus ou moins à cette capacité, du coup, avoir beaucoup de liquidité effectivement en circulation dans l'économie, ouais, carrément. yes, donc maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passera. Mais si pivot il y a, ça veut dire qu'ils veulent réinjecter de la liquidité dans le marché. Et s'il n'y a pas un gros crash, un black swan ou quelque chose qu'on ne peut pas prédire, qui causerait vraiment un gros moins 50%, je dirais, par exemple, on pourrait potentiellement continuer à monter au final. Hmm, carrément, Ouais, je te rends le partage. ouais. J'ai pas fini les questions là, de ce qu'il y avait de la question dans le. Mais du coup, ouais, pour ce qui est le signe noir, pareil, pour ceux qui connaissent pas, en gros, la base d'un signe noir, c'est quelque chose qui n'a pas eu d'itération, qui est littéralement imprévisible, qui a des dégâts pour le coup majeurs. Et j'ai plus le dernier, le troisième point pour le coup. Mais c'est vraiment, par nature, c'est quelque chose qui est imprévisible. Donc, si vous doutez, par exemple, si je fais une bêtise, on donne un exemple, un crash de l'USDT, c'est pas un signe noir parce qu'on peut littéralement l'anticiper. Un signe noir, par exemple, c'est crash Covid. On se retrouve tous avec des masques, avec effectivement l'économie qui s'arrête pendant 2 mois. Enfin, je veux dire, c'était complètement cataclysmique et totalement imprévu. Enfin, qu'on arrête carrément toute l'économie pendant 2 mois, c'était juste cosmique et imprévisible de fou. À ce point-là, c'était dinguerie. Donc, un signe noir, c'est vraiment un truc qui est vraiment imprévisible par nature et qui a pour le coup des impacts majeurs sur toute l'économie. Ouais, pour répondre du coup à Franck, donc dans l'idéal, il faut un pivot pour baisser les taux. En fait, un pivot, c'est clairement ça, c'est quand on va baisser les taux. Donc en fait, on va pivoter, c'est vraiment le concept même. Là, on a augmenté les taux, le pivot, ça va faire qu'on va commencer à les descendre. Et le fait de faire ça, ça va rendre l'argent moins cher à emprunter. Donc ben, les entreprises et les banques régionales vont pouvoir prêter plus, les entreprises vont pouvoir emprunter plus. Et donc, forcément, ça va augmenter la liquidité dans le marché qui va après se répertorier directement dans la poche des gens au fur et à mesure du temps. Et
ensuite, donc, du coup, se déverser dans tout ce qui est asset à risque, que ce soit la bourse, la crypto, etc. Ouais. Et Ouais. ensuite, le pivot, on peut très bien ne pas l'avoir pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de problème, parce que Jérôme Powell, il n'a pas envie de faire la même erreur qu'ils avaient fait dans les années 80, Ouais. à faire le pivot trop tôt, et en baissant les taux trop rapidement, trop vite. Ils ont relancé l'inflation et ils ont dû les remonter encore plus haut, ce qui a causé aussi pas mal de problèmes sur l'économie Comme on, pour contrer cette inflation. Hmm. Comme on disait, en fait, enfin, moi j'ai l'impression que beaucoup de personnes dans le marché voient le pivot comme, on va dire, un peu le gouvernail, alors qu'au final, pour moi, ce pivot, c'est plus un élément de secours, de réaction par rapport à ce qui se passe d'un point de vue économique. Et du coup, en fait, c'est que, pour moi, la plupart des personnes se basent sur les dates qu'on a indiquées là par rapport au pivot de base qui sont estimées, ok, mais en fait, ils se basent sur ça, alors qu'au final, ce qu'il faut regarder, c'est pas ça en détail. Ce qu'il faut regarder, en fait, c'est la santé de l'économie, comment va l'économie, parce qu'entre guillemets, le pivot n'est qu'un élément de réaction. Et si par exemple, on a le chômage qui s'envole, et ça on l'a déjà dit je ne sais combien de fois, si effectivement on a le chômage qui s'envole, bon bah là, oui, effectivement, on a le chômage qui fait ça, il faudra vraiment se méfier parce qu'effectivement, il y a de fortes chances qu'on se mange un pivot très très rapidement derrière. Mais c'est pour ça qu'en fait, pour moi, il faut suivre les métriques de l'inflation, du chômage et de la santé globale de l'économie, plutôt que regarder en priorité le pivot, parce que c'est qu'une réaction à la santé du marché en fait. Ouais, tout à fait. Parce qu'au final, on le voit, bon, après, ils ont quand même injecté de la liquidité. Mais même avec des taux à 5%, l'économie se porte, enfin, les marchés financiers se portent bien. Mais ils se portent bien parce qu'ils injectent de la liquidité depuis un an. Ouais, ouais, et là, on arrive à la finito. Donc, ça va être surprise. Mais ouais, affaire à suivre par rapport à tous ces macros. Et on finit du coup sur un petit point de on-chain. Donc là, on a donc sur Bitcoin, donc en fait MVRV, en gros c'est un indicateur qui nous permet d'avoir la comparaison entre les profits réalisés sur le marché, donc ceux qui vont prendre des profits ou pas, que ce soit sur les zones hautes ou les zones basses, hein, peu importe, c'est les zones les profits de manière globale, par rapport à ceux qui n'ont pas pris de profit. Donc ça nous fait des ratios et ça nous fait un équilibre de marché par rapport à ceux qui vont sortir du marché, ceux qui vont rentrer globalement. Très très vulgarisé. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de cyclicité, on voit qu'on a déjà des points hauts qui sont ressemblants. Donc là, on a 2019 et on va voir que justement, par rapport justement au cycle de 2017 qu'on a vu où justement on avait plus de ressemblances, c'est pas si aberrant que ça. Mais effectivement, si on compare par rapport à 2019, on voit qu'on a quand même une zone haute hein, qui est quand même assez importante. Et là, on était justement sur le niveau où on est exactement sur le même niveau à quelque chose près, sur le top demi-cycle où pareil, on est aujourd'hui en exactement même cyclicité pour le coup. Et donc, pareil, on a dit, et j'avais déjà dit qu'on avait beaucoup de ressemblances déjà avec début 2020, enfin, fin 2020, début 2021. Et pareil, les cyclicités, elles ressemblent. Mais effectivement, en termes de comparaison, pour moi, c'était soit on était ici, soit on était ici. Et au fur et à mesure du temps, j'ai l'impression que pour l'instant, on aura, je pense, un mixte, parce qu'on n'aura pas une période aussi longue, mais que clairement, en termes de cyclicité, on est beaucoup plus sur cette position ici. Et pareil, là, on ressemble aussi avec le top de ici, mais là, c'est un peu plus biaisé parce que c'est un petit peu post-Bull Run et c'est un peu le top de cyclicité. Mais en termes de cyclicité, on ressemble clairement, encore une fois, au point de 2019 avec cette grosse ascension. On va chercher ces points ici. Par contre, et c'est là que c'est pertinent, c'est que si on regarde également ce qui s'est passé en 2017, là, on a eu des points qui sont quand même bien élevés. Là, on a eu un premier point qui était quand même bien élevé aussi. On est venu corriger, mais en fait, même si on est venu plus haut sur ce point par rapport à 2017, on est venu chercher un bel excès. Il y a eu des belles prises de profit, mais derrière, en fait, on est reparti. Et on n'a pas à s'arrêter d'avoir un prix qui ne fait que de monter. Donc, c'est pour ça que avoir un cycle où en fait on fait que de monter un peu en ligne droite comme on a toujours en 2017, moi, ça me fait plus sens pour le coup. Donc, je pense que, en gros, si on pouvait avoir une espèce de mix entre ce cycle-là et ce cycle-là, ça me paraît clairement pas aberrant. Et s'il y en a un à choisir plutôt l'un que l'autre, pour moi, aujourd'hui, ça serait plus celui de 2017. Ouais, là, franchement, je suis totalement d'accord avec toi. C'est limpide. Mm. Et on revient encore une fois, pareil. Donc là, j'ai pas l'historique, malheureusement, j'ai pas celui de 2019. Mais pour le coup, pareil. Donc là, c'est les profits réalisés par cohorte. Donc c'est par groupe de portefeuille. Si j'ai pas de bêtises à vérifier, mais donc normalement c'est ça. Et effectivement, là on voit quoi? Encore une fois, grosse ressemblance par rapport à ce premier pic qu'on a souligné je ne sais combien de fois de début 2021, le fameux gros pic où on a eu l'ascension dans les altcoins. Pour moi, effectivement, on a cette grosse ressemblance qu'on avait pareil hein, ici. C'est le même hein, qui est ici, hein. C'est exactement le même, hein, qui est légèrement décalé. Non, là on est décalé, autant pour moi. Mais en gros, ça serait celui-ci. Donc là, on serait légèrement décalé. Mais on a toujours cette grosse ressemblance avec ce point qui est ici, là, pour le coup, pré-bull run, et ce point qui est ici. À chaque fois, ces deux-là, ils ont une grosse ressemblance.
Mais pour moi, aujourd'hui, on ressemble un peu plus à celui-ci. Mais encore une fois, on souligne que là, pareil, par rapport du coup au profil réalisé par rapport aux différents profils de portefeuille, on a une grosse ressemblance également par rapport à cette temporalité qui était début du coup Bull Run. Donc on ressouligne le fait que par rapport à ici et par rapport à ici, on a également une grosse ressemblance. Et pareil, alors là, là j'ai pas de check. Global, heatmap. Je sais pas ce que c'est qui s'appelle l'importante, le coût de base. Ça, je vais pas pouvoir trop t'aider, je connais pas trop ce projet. Ouais, je sais pas si Ça ce va soit par faire. rapport au profit. J'aurais dû passer plus de temps sur le descriptif pour le coup. Mais là, pareil, si on creuse sur le site, si vous creusez sur internet, pareil, en termes de cyclicité, j'aurais dû prendre la base. Mince, je l'ai jarté. Mais du coup, pareil, en termes de cyclicité, là, on a clairement un indicateur. Alors, il faudrait que je revoie en détail effectivement à quoi il sert. Mais je sais pas si on n'a pas un truc par rapport au holder. Parce que là, j'ai une temporalité. Ouais. Je suis quasiment convaincu que c'est par rapport au holder, on a en rouge le court terme, et plus on va dans le bleu, plus on est sur du long terme, clairement. Quasiment convaincu. Mais que du coup, par rapport du coup, là, qu'à sur le TH, on voit un petit peu une part de court terme. Et en fait, en termes de, on va dire, de chaleur, entre guillemets, si je peux reprendre ce graphique-là, de cyclicité, ils comparent eux directement, là c'est Glassnode qui fait la comparaison directe, entre les débuts de cyclicité pour le coup, et vous voyez, ce que je vous disais en termes de cyclicité, où ça ressemble aussi, à mon sens, sur des points qui sont quand même que en ligne droite par rapport au cycle 2017, c'est qu'eux, pareil, ils le comparent là pour le coup en cycle qui sont quand même assez jeunes. Alors je sais pas si c'est celui-ci ou celui-ci. Ouais, donc là, en fait, ce que ça veut dire, c'est que le premier point qu'on a ici, qu'on montre, ça serait vraiment le pré-bull run, quoi. Bah, pour eux, elle, ils le comparent à ce point ici, tu vois. Je pense que Ça, ça va tu vraiment veux. être la détention par rapport au long terme et au court terme, clairement, parce que là, vu l'échelle, Ouais. pour avoir un peu l'habitude de traîner un peu dans l'on-chain, c'est clairement ça. Commence à avoir du retail qui arrive, alors, du coup. Mm. Ah bah ça c'est sûr, oui, mais clairement, clairement, sur le court-termiste, C'est on le voit par rapport au point, ouais. sûrement aussi les ETF qui ramènent pas mal de cette liquidité ici. Donc, du Ouais. coup, potentiellement, ça serait le premier pic avant de partir à la hausse. Et donc, à voir ce que ça donnera par la suite, mais Bah, c'est en encourageant. fait, pareil, alors qu'on dise pas de bêtises, là je vous invite à creuser directement, mais parce que là il y a un coup de base de cassure à la TH, donc je pense que c'est Mhm. un prix d'opportunité par rapport au point plus haut de la TH, parce que systématiquement, tu vois, on voit aussi par rapport à la TH, mais c'est intéressant d'avoir les comparatifs aussi, pour le coup par rapport au coup précédent, et si, j'ai pas la TH précédent, mais je dois l'avoir du coup sur mon... je l'ai ici, BLX, parce que du coup... Hop, hop, hop. On a TH. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Et donc là. Mince, j'ai fait n'importe quoi. Non, c'est pas celui-ci, pardon. Ah, il est pas visible. Pour moi. Ouais, c'est bien celui-ci, tu vois. Au final. Parce que là, on a 1, 2, 3, donc c'est bien celui-ci. Ouais, 1, 2, 3, grosse correction, c'est la troisième ici. Donc là, le marquage par rapport à la TH, donc c'est bien ça. C'est en fait, je pense que ça va être un rapport de coût, d'opportunité par rapport au prix de la TH. Je vérifierai dans un second temps de mon côté, mais clairement, Ça tu va vois. retracer de combien, là, après le... Hein? Après, combien de pourcents ça a retracé après avoir cassé la tâche, là? C'est une bonne question. Moins 38, on l'avait tracé tout à l'heure, ouais. Non, c'est pas celui-là, celui d'après. Celui que t'as montré, la cassure de la TH, là. Quoi? C'est celui-là? Ah non, pardon, putain, je fais n'importe quoi. Autant pour moi. Non, oui, n'importe quoi. Parce que ça... 32. Ouais. Oui, parce que ça, c'est le post. Enfin, du coup, c'est le pré-post halving. Mais ouais, ça. Et c'est pour ça que même, tu vois, en termes de cyclicité, on parle de cyclicité.
avoir un mix au final de ça et avoir un mix de ça, entre guillemets, en termes de cyclicité. En fait, on pourrait clairement s'inspirer aussi des deux, en fait. Parce qu'en termes de cyclicité, le marché, globalement, a tendance à avoir les mêmes réactions par rapport aux différents éléments fondamentaux du marché, parce que c'est purement de l'offre et de la demande. Donc, a tendance à réagir pareil. Avoir une genre de config entre l'un ou l'autre, moi, ça me paraît clairement pas aberrant. Ouais, ça pourrait clairement être une fusion des deux, en fait. Ouais. Mm. Ouais, tout à fait. Donc, ouais, pareil, ces éléments de on-chain et de cyclicité là, c'est clairement pas aberrant. Et c'est toujours intéressant de voir un petit peu l'historique pour essayer de comparer. Et donc, ça vous donne, vous voyez, clairement déjà une globalité où, à voir si on creuse plus. Hein. Là, on peut très bien repartir et ça veut pas dire que ça y est, on va forcément creuser plus. Moi, ça me ferait sens. Et franchement, si on creuse un peu plus et qu'on stagne un peu plus là, sur les semaines qui vont suivre, ben, on sera en train purement de répliquer ce qui s'est déjà fait précédemment. Donc, ça se trouve, on vous tiendra au courant si on repart et ça se trouve, on fait un W et puis on repart comme ça. Mais, et ça me ferait pas non plus, ce serait pas complètement aberrant au vu de toute la demande et l'attente sur le marché par rapport aux instituts, etc., qui seraient capables de faire partir plus tôt que prévu. Mais moi, je m'attends quand même à une petite tempo potentielle au niveau du halving, Ouais. quoi. Ça serait beaucoup plus sain de justement souffler un petit peu, de prendre le temps de consolider avant de repartir. Ouais, ouais. Donc, écoutez, voilà, par rapport aux cyclistes, je pense qu'on est quand même bon. Si jamais N'hésitez vous avez des pas. questions, ouais, n'hésitez Ouais. pas. Je pense qu'on allait dire pareil. Ouais, carrément. Carrément, n'hésitez pas s'il y a des questions. Pareil, à la mettre en commentaire s'il y en a qui sont sur la partie YouTube qui sont encore là et qui ont des questions en particulier. Et on y répondra avec plaisir. Vous avez tout ce qu'il faut en bio, sinon on se retrouve la semaine prochaine. Petit teasing semaine prochaine thématique de ce qu'on avait évoqué précédemment, monsieur Kaneki ou pas? Oui, oui, avec plaisir. On peut faire Allez. ça. Du coup, ce qu'on prévoit de faire, c'est de traiter les différentes narratives pour le prochain live, si jamais, et de faire un peu un classement des différentes narratives et de mettre un peu de clarté sur chacune d'entre elles. Et je dis pas plus, mais j'ai ma petite idée en tête. Je vais voir si on a peut-être pas un autre invité que j'ai en tête de dispo. Donc on verra, rien de garanti, mais il est possible qu'on s'en ressemble plus forcément également que deux. Mais vous avez tout ce qu'il faut également, du coup, pareil, sur le Telegram, dans les liens épinglés ou directement, du coup, dans le lien en bio de cette vidéo YouTube. Que ce soit forcément formation gratuite, accompagnement, suivi de marché également avec le Telegram. Et on se dit à très vite. Merci à tous. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, merci à vous. Et on voit tout Merci flou. à toi, Si tu veux me Antoine. dire au revoir. C'était tout flou. Ouais, ça t'est revenu. Let's go et on se dit à la prochaine. N'hésitez pas si besoin.